Ça fait 6 ans que je vous parle de politique sur Internet. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais essayer de vous expliquer ce que c'est que le 49.3. Et c'est toujours aussi difficile d'aborder la complexité, la subtilité. Et c'est pénible. Peut-être même que c'est impossible. Pour autant, je continue à penser que ça en vaut la peine. Les histoires de financement des partis politiques. Aujourd'hui plus que jamais. Il est peut-être temps de passer à la vitesse supérieure. La politique, c'est chiant. La droite et le centre, quel gâchis. Y a rien à faire, ça reste des sujets sérieux et conflictuels, abordés par des personnes tristes. Elles peuvent aussi, quand il n'y a pas d'inflation, essayer de combattre le chômage. Pire que ça, c'est censé te concerner, mais t'y a pas ta place. Votre génération, je pense que c'est une chance inouïe. Alors on en fait un spectacle, et même un cirque. T'es là, vous êtes dans une dérive autoritaire. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Mais y a pas de fatalité. Il n'y en a jamais eu. La politique finira par vous appartenir, parce que vous en valez la peine. Une élection présidentielle, c'est pas une élection comme une autre. Que ça nous plaise ou non, c'est toujours une étape importante. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. On en attend beaucoup, peut-être trop. Et on finit toujours par être déçu. Mais celle-ci, on veut qu'elle soit différente. Je veux qu'elle soit différente. Avec une nouvelle émission. Et on va la faire ensemble. Ok, on y est. Bonsoir à toutes et à tous, salut, bienvenue, bonsoir, je suis super content de vous accueillir et de vous présenter, de vous dévoiler ce soir un projet sur lequel je travaille avec toute une équipe depuis bientôt 6 mois. Le grand talk show d'actualité politique sur Twitch, c'est Backseat et ça commence ce soir. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On a un super beau plateau, ça fait super plaisir de vous le dévoiler. On va passer plus de 2 heures ensemble ce soir dans Backseat. Backseat, c'est une émission qui aura lieu chaque semaine. Chaque semaine, le jeudi à 20h, je vous donne rendez-vous pour un talk show d'actualité politique qui a l'ambition immense d'être votre talk show. Le talk show où on va parler de politique dans la perspective de l'élection présidentielle de 2022. Je suis super stressé, je vous le cache pas. J'ai très mal dormi, ça fait depuis le début de la journée qu'on est sur le pont avec toute l'équipe. Très content de vous accueillir. Ce soir, je suis pas seul, j'ai le plaisir d'être sur ce plateau avec 2 invités, avec 2 chroniqueurs et non des moindres, avec Usul et Léa. Salut tous les deux. Salut. Très content de vous accueillir. Léa Chamboncel d'abord. Salut Léa. Léa, tu es podcasteuse. Tout à fait, je fais des podcasts. Tu fais des podcasts politiques. Absolument. T'en as 2 en l'occurrence. Ouais, Place du Palais Bourbon, pour celles qui ne connaissent pas encore, c'est un podcast dans lequel j'interviewe en fait des députés devant l'Assemblée nationale sur des questions d'intérêt général. Et il y a aussi Popol. Popol, c'est le premier talk show d'actualité politique qui est réservé aux femmes. Et avec nous également Usul. Usul que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Usul, tu es chroniqueur pour Mediapart et tu es également streamer. Exactement. Ta chronique s'appelle Ouvrez les guillemets. Ma chronique s'appelle Ouvrez les guillemets. Dernier épisode lundi d'ailleurs. Lundi prochain, ouais. Ouais, ce lundi-là. Après c'est vacances. Et après c'est vacances. Et puis non, vu que je vais revenir ici, je pense. Chaque semaine, Usul et Léa seront mes 2 chroniqueurs avec moi. On ne sera pas seul, on aura des invités, on aura des jeux, on aura des personnalités politiques, des potes streamers, youtubeurs qui viendront aussi avec nous pour parler avec vous d'actualité politique. Donc je vous le disais, voilà, cette émission Backseat, on va la faire ensemble, on va la faire pour vous, on va essayer de s'adresser à vous, de vous parler de ce qui nous touche beaucoup, qui est l'actualité politique, qui nous touche toutes et tous, mais pas tous avec la même intensité. Et voilà, vous avez vu évidemment, et on va bien évidemment en parler, les élections régionales qui nous ont fait réfléchir aussi bien évidemment avec le taux d'abstention et plus globalement le rapport qu'on a avec la politique. Bon, qu'est-ce qui va se passer dans cette émission, les amis? Moi j'ai hâte que tu nous l'annonces, hein. Ça fait un moment qu'on attend qu'à 20h, il paraît qu'il va dire quelque chose, il va annoncer un truc. Il y a un truc avec des invités, non? Ouais. Il va y avoir des trucs, mais d'abord on va discuter de cette émission. Pourquoi vous avez accepté de venir à mon invitation dans cette émission tous les 2? Oh, le salaire, hein. Facile. Non, oui, parce que je pense que c'est intéressant aussi d'avoir d'autres espaces pour discuter de l'actualité que
les espaces, on va dire, mainstream, dans lesquels, en effet, soit c'est le cirque, c'est d'ailleurs de plus en plus le cirque, souvent très orienté aussi politiquement, d'ailleurs. Donc non, ici, on va essayer de développer un ton un petit peu différent et de pouvoir parler de l'actualité comme elle vient, au fur et à mesure, mais un peu comme on fait déjà dans nos streams perso, quoi. Bah, il se trouve que oui, nous trois, on est un peu à l'image de ce qui existe sur Internet depuis plusieurs années. En fait, la politique, c'est pas nouveau. Sur Twitch, c'est pas nouveau sur Internet. Et même d'ailleurs, on peut dire aussi qu'Internet est devenu un enjeu majeur où se passe beaucoup de choses en politique. Absolument. Ces dernières années. Toi aussi, tu l'as vu, Léa? Ah bah ouais, c'est clair, même avant qu'on débarque, j'ai envie de dire. Ouais. Clairement. Toi, t'as commencé quand? Moi, j'ai commencé en 2018, début 2018, avec le podcast. Le podcast, c'était vraiment essayer de mettre à profit en fait mon expertise que j'avais accumulée avec mon taf, en me disant, moi, je connais bien les arcanes du pouvoir, j'aimerais bien vulgariser un peu les choses et expliquer aux gens ce qui se passe devant l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que c'est venu en fait. Au début, je voulais écrire et j'ai un pote qui est producteur et qui est producteur audiovisuel en l'occurrence, qui m'a dit, ah mais t'as une voix sympa, tu devrais peut-être essayer le podcast. Puis là, on s'est marré, on a développé le format comme ça. Et depuis, ça continue. Ok, d'accord, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on va essayer? Tu parlais tout à l'heure, Usul, de ce ton un peu différent qu'on va essayer de faire. Est-ce qu'on a la prétention de dire qu'on réinvente l'émission politique? Je pense pas, je pense que c'est quand même un exercice dans lequel il y a beaucoup de monde qui a déjà essayé de tout réinventer beaucoup de fois, mais on va le faire à notre sauce, quoi. Hein? Bah ouais, mais c'est quoi notre sauce, du coup, Léa? Tu dirais que c'est quoi? Je pense qu'on va essayer déjà de casser les codes classiques des médias traditionnels et aussi le côté un peu austère qu'on peut attribuer à la politique. On va essayer d'avoir peut-être pas d'être plus détendu, mais en tout cas d'avoir un ton plus sympathique et puis faire des choses plus accessibles et prendre le temps, surtout. Ça aussi, c'est fondamental. Prendre le temps d'échanger avec les invités et d'expliquer aussi. Peut-être, moi, il y a un truc aussi que j'aimerais bien faire aussi, c'est de sortir un petit peu même si je sais que je le fais aussi dans les guillemets, de sortir un petit peu de la politique politicienne, des petits arrangements, des petits trucs. Ouais. Pour essayer de rapprocher aussi de choses un petit peu plus concrètes, un petit peu plus proches aussi de ce qu'il y a dans la tête des gens. Il y a une élection régionale. Là, nous, on est d'accord tous les trois pour dire que c'est intéressant, on analyse les résultats. Je pense que le soir de la soirée électorale, on était tous devant notre télé à regarder, même à zapper entre les plateaux pour voir, tiens, il y a qui, il y a quoi, dire, oh putain, j'en peux plus. qui a dit qui sur quoi. Or, dans la tranche des 18, je crois que c'est des 18-35 ans, le taux d'abstention il était de 85%. Ouais. Ça veut dire que majoritairement, les gens, ça les blase, ces trucs-là. Ils en ont plein le cul. Ils en ont plein le cul de voir ces gens-là. Ils en ont plein le cul aussi d'avoir des journalistes en face qui posent un petit peu toujours les mêmes questions sur les petits arrangements. Alors, vous avez fait la petite phrase contre machin. Est-ce que ça voulait dire que truc, machin? Bon, on va essayer peut-être c'est ça aussi, de vulgariser un petit peu la politique un petit peu différemment. Essayer de faire comprendre aux gens pourquoi nous, ça nous intéresse et pourquoi ça peut quand même être intéressant, tout en ne prenant pas de haut le fait que eux, ça se trouve, ils passent complètement à côté de plein de trucs parce qu'ils trouvent ça chiant, quoi. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu soulignes en fait aussi une divergence qu'on a sur ce que c'est qu'en fait la politique. Le mot politique, c'est un mot qui recouvre des réalités très différentes. Il y a des gens qui sont passionnés de politique et qui en fait sont des passionnés des jeux partisans, des jeux de pouvoir et des jeux électoraux. Et c'est tout à fait légitime, hein, c'est pas une critique. Il y a des personnes, et c'est vrai que c'est un peu ma manière à moi de faire de la politique depuis 6 ans maintenant sur Internet, très institutionnelle en fait. Moi, la politique, je la vois beaucoup, en tout cas je la montre beaucoup dans ses aspects, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, etc. Et je suis beaucoup moins branché que toi, Usul, sur le débat d'idées, sur la philo politique, sur les mouvements de fond, les mouvements sociaux, ces genres de choses-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même approche. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je voulais que tu sois avec nous sur ce plateau, parce que voilà, la politique, ça recouvre beaucoup de réalités très différentes. Et je trouve ça intéressant. Et je suis d'accord avec toi qu'aussi, on va essayer on va parler d'actu politique, on va parler chaque semaine du coup de l'actu de la semaine, évidemment. La perspective qu'on se donne, c'est bien sûr celle de l'élection présidentielle. Je le disais dans le teaser, hein, c'est pas une élection comme une autre, que ça nous plaise ou non, en fait. Parce que... d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'objet présidence de la République comme d'un objet sur lequel on peut réfléchir, on peut avoir un discours, on peut aussi se poser des questions sur l'hystérie que représente une campagne présidentielle tous les 5 ans. Mais c'est vrai que dans cette émission, on va aussi se donner le rôle de... je sais pas, d'avoir ce recul aussi intelligent que possible sur les différentes manières qu'on peut avoir de voir la politique. Et qu'il y a pas de... Je sais pas s'il y a une hiérarchie d'ailleurs. Il y a une politique noble et une politique qui est moins noble pour toi, Usul? Oui, donc moi tu disais si tu avais fait appel à mon regard, c'est aussi parce que moi je regarde pas mal ce qu'il y a dans tout ce qui est les mouvements sociaux, quoi, de manière très générale, que ce soit manif, et la littérature ou
politique. Les débats, oui, d'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, dans les mouvements sociaux, il y a plein de gens qui s'engagent de plein de manières différentes, qui vont s'engager pour des causes ponctuelles, tout en étant complètement dégoûtés par les candidats, les partis politiques, le système électoral, qui sont des choses qui, vous deux, par contre, vous passionnent déjà un petit peu plus, le jeu des cabinets ministériels, la valse des conseillers, etc. Moi, c'est pas du tout mon truc, j'avoue, mais là-dessus, du coup, j'ai aucune expertise. Par contre, bon, tout ce qui est mouvements sociaux, trucs politiques, un peu plus proche de comment les gens s'engagent, voilà, on va dire ça comme ça. Donc non, il y a pas noble, il y a pas noble, pas noble, hein, mais en tout cas, il y a un truc qui est très exposé, qui passionne tous les journalistes politiques, et il y a un volet qui passionne un petit peu moins, qui en général, quand il est montré dans les médias, est caricaturé. Alors on va montrer les violences, on va montrer ceci, on va montrer cela, mais on parle rarement des choses qui secouent le fond de l'opinion française. Je repense au mouvement de la réforme des retraites, il y avait une majorité de la population qui soutenait le mouvement contre la réforme des retraites. Je repense au mouvement pour les Gilets jaunes qui a eu une sympathie dans l'opinion très haute pendant très longtemps. Qui était très particulière, Alors qu'il y avait, et sans débouché politique institutionnel. Et sans débouché politique, c'est tout le problème de faire la jonction après entre des colères fortes dans la population et le jeu de la valse des places et des élections. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que la politique c'est chiant ? Qui a toujours été un constat que moi je pose avant de parler. C'est pas que c'est chiant en fait, c'est que très rapidement ça a été un truc d'élitiste, perçu comme un truc d'élitiste. En voulant écarter du pouvoir un certain nombre de personnes et de catégories de personnes, on a créé quelque chose qui ressemble à un entre-soi, où il y a des codes effectivement, où il y a un jargon particulier, c'est un peu corporatiste en fait. C'est pas chiant, c'est juste qu'on le rend, je pense, volontairement chiant. Il y a J-Fuji dans le chat qui dit c'est pas chiant, c'est frustrant. J'aime bien le mot. Je comprends. Frustrant parce que tu as le sentiment que finalement tout ce que tu fais ça sert à rien. C'est vrai qu'elle est glissée un bulletin dans l'urne, c'est finalement aujourd'hui l'expression la plus démocratique qu'on a dans notre système politique. Et t'as pas l'impression que ça a vraiment un impact sur ta vie au quotidien. Ça, c'est peut-être ça aussi qui explique les 66,7% d'abstention au premier tour des régionales. Mais je comprends la notion de frustration, mais c'est vrai que c'est un truc aussi qu'on constate. La politique, c'est le clivage. Et certains diraient même c'est la lutte. Ouais, complètement. Mais bien sûr, c'est un enjeu. Il y a des enjeux de pouvoir, comme tu disais en introduction. Les sujets politiques sont les sujets clivants. C'est même peut-être la plus haute forme de clivage, c'est les enjeux politiques. Et c'est vrai que dans une société du divertissement, c'est un peu plus chiant de regarder une émission politique qu'une émission de divertissement. Et c'est vrai, en fait, et c'est pas grave. Enfin, moi, je considère que derrière le clivage, il peut aussi y avoir un intérêt intellectuel, voire même une forme aussi, d'une forme de divertissement. Mais il faut aimer apprendre, il faut aimer se confronter à des regards et tout. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et encore une fois, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est aussi pour ça, peut-être, que cette émission, j'ai voulu qu'elle soit la plus détendue possible dans l'ambiance entre nous. Ça revient à ce que tu disais, Usul, le but de Backseat, c'est que ce soit notre émission. C'est pas une émission, c'est pas une fausse émission de télévision, c'est pas un demi-stream non plus. C'est une émission dans laquelle on a construit ensemble un projet dans le but que vous vous sentiez le plus à l'aise possible quand vous regardez cette émission, qui que vous soyez. Et quand je dis qui que vous soyez, c'est que vous votiez ou que vous votiez pas. Et on va pas vous dire de voter, d'ailleurs, c'est pas le but. On n'est pas du tout là pour vous donner des consignes, bien au contraire, vous me connaissez, ça a jamais été ma soupe. Cette émission, elle a pour but de vous faire rencontrer des gens, de vous faire réfléchir sur l'actualité. Et si ça doit être la première émission politique que certaines personnes regardent, notamment les jeunes, ce sera avec grand plaisir. Elle est là pour ça, cette émission. Donc j'espère, j'espère carrément que ça va marcher. J'avais une question à vous poser à tous les deux, et particulièrement à toi, Usul. Est-ce que c'est une émission de gauche, Backseat? Ah oui. Non, oui. Alors moi j'ai pris le téléphone pour regarder dans le chat. Alors quand ils ont vu Usul sur le plan large, il y a eu ceux qui ont dit ah ouais chouette, il y a Usul, et les autres qui ont fait ah putain Usul ça va être orienté. Alors moi j'ai souffert. Alors je te pose la question, est-ce que dès que tu poses ton cul dans un plateau télé, ça devient une émission de télé de gauche? Ah oui, voilà, déjà oui. Alors, non mais c'est marrant. On n'aura pas des invités que de gauche, évidemment, ça va de soi. Et d'autre part, moi j'ai subi pendant des années des émissions dans lesquelles il y avait des chroniqueurs politiques qui étaient là toutes les semaines, avec lesquels j'étais pas d'accord. Je regardais quand même l'émission politique. Ouais, c'est vrai. Si les questions si les échanges étaient intéressants, les invités étaient intéressants, ça pouvait être intéressant quand même aussi de confronter. Après, ça veut pas dire, moi je viens pas là pour m'en servir comme une tribune où je vais déballer mes discours politiques. J'ai déjà un espace pour faire ça. Oui, c'est vrai. Là, j'ai déjà même plusieurs espaces pour faire ça. Donc là, je viens en qualité d'observateur de la vie politique, et puis éventuellement poser quelques questions. Souffrez que je pose quelques questions. Mais bien sûr. Et ça, franchement, le paysage politique, le paysage médiatique, c'est vraiment... en ce moment, on est en train vraiment de s'extrême droitiser, de se droitiser.
Bon, ça peut être pas mal d'entendre aussi peut-être un autre son de cloche. Je pense que vous pourrez me tolérer à terme. Je suis pas si terrible. Vous allez y arriver, j'en suis absolument persuadé. Léa, tu penses que c'est une émission de gauche ? C'est difficile à dire, faut voir la tournure que ça va prendre. Mais d'ailleurs, c'est quoi une émission de gauche ? Ça fait quoi ? Ça fait 10 minutes qu'on a commencé, là, c'est difficile de dire si... moi, je sais même pas ce que tu votes, toi, d'ailleurs, t'es à gauche, toi ? Je sais rien, ouais, non, tu sais pas, moi non plus. Non. Alors, je pense qu'effectivement, tous les trois, on a quand même une sensibilité qui, vraisemblablement, sera peut-être un peu marquée à gauche, mais encore une fois, c'est aussi à nous de faire l'effort de s'en défaire, dans une certaine mesure, ou pas, d'ailleurs. Et puis, on n'est pas là pour, effectivement, développer nos opinions personnelles, on est là pour apporter notre expertise de ce monde que l'on connaît et pour le rendre accessible. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, mais d'ailleurs, c'est vrai que je vous ai présenté comme chroniqueur, mais c'est vrai que tous les deux dans cette émission, vous n'allez pas présenter des chroniques, je ne vous ai pas demandé de préparer un travail, ça va être des conversations entre nous. Et c'est vrai qu'on s'est tous les trois d'ailleurs mis d'accord sur le fait que le but de cette émission, c'était qu'on se parle, qu'on échange ensemble, qu'on se pose des questions. Moi, je ne vais pas être le présentateur qui vous relance toutes les 2 minutes en vous demandant votre avis sur tout. Moi aussi, j'ai bien l'intention de parler dans cette émission avec vous, de m'ouvrir avec vous le chat aussi, comme d'habitude. Mais après, vous me connaissez, ça fait des années que je fais ça avec vous, que je me pose ouvertement des questions sur l'actualité, que vous aussi dans le chat, vous nous nourrissez de vos réflexions et c'est hyper précieux pour nous. Donc cette émission, évidemment, on l'a fait avec vous. D'ailleurs, vous êtes en face de nous, hein, pour ceux qui s'en rendent pas compte. Hein, le chat est juste là, il est aussi sur nos PC. Donc, ouais, puis je voudrais ajouter un truc. Vas-y. Bon, déjà, une émission neutre, ça me paraît difficile. Ouais. Même quand toi, tu animes ton truc tout seul, en vérité, tu es quand même engagé sur un certain nombre de questions qui sont celles de la démocratie. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, démocratiser, c'est déjà... tout le monde n'est pas pour qu'il y ait une démocratisation totale de tous les enjeux, de mettre à plat les choses. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis absolument d'accord avec toi. La neutralité, on sait tous que c'est pas possible de l'atteindre. On peut le viser si on souhaite. Et il peut y avoir de la noblesse à chercher à être objectif, même si ce mot est très particulier. Pour autant, j'ai jamais caché effectivement que le simple fait que j'existe et que je fais ce que je fais, c'est déjà engagé. Et c'est engagé en faveur. Alors c'est vous le latéralisez où vous voulez dans la droite et la gauche, je m'en fous. Oui. Mais la démocratie. Alors ce beau mot de démocratie, d'ailleurs tout le monde met ce qu'il veut dedans. Et en fait, c'est pas très grave. Ça m'intéresse aussi qu'on en discute. Mais c'est vrai que si je vous parle de politique et si Backseat existe, c'est parce que je crois dans le fait que vous avez votre place dans la politique. Et ça, c'est un engagement. Enfin, c'est une manière de voir les choses. Et on peut d'ailleurs la critiquer. Et j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, c'est cool. Et je pense que c'est une discussion qui va revenir et qu'on l'aura assez souvent au fur et à mesure des émissions sur neutralité, pas neutralité. Ouais, et puis on va aussi peut-être se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être de gauche aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être de droite aussi. On va en discuter. Mais carrément, parlons-en, parce que d'ailleurs, les termes droite et gauche eux-mêmes ont été pas mal bousculés ces dernières années par certaines personnalités politiques, peut-être aussi par des gens qui se questionnent en se disant tiens, c'est vrai, après tout, est-ce que les vieux clivages à la papa existent toujours ? Ça, cette question-là, les amis, on va se la poser toutes les semaines. Et ça, c'est cool. Ça fait super plaisir. Ça va commencer évidemment dès cette semaine et dans les semaines qui viennent. Donc voilà. L'autre chose, les amis, que je voulais vous dire, merci. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux et ça fait super plaisir. L'autre chose qui est très importante, c'est que quand je dis que cette émission, on va la faire avec vous, c'est parce que pour la première fois depuis que je fais des choses sur Internet, je vais vous proposer de participer directement au financement de ce projet. L'émission que je vous présente ce soir, Backseat, vous allez la voir toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de juillet. Et en fait, c'est une pré-saison qui va surtout être une campagne de financement participatif. Il y a une page Ulule. Qui est ouverte, que j'avais déjà partagée sur mon Twitter. Je vais vous redonner le lien dans le chat d'ailleurs. Il faut que je retrouve un moyen de vous le donner sur le chat ici. Une page Ulule sur laquelle on va vous proposer du coup de nous aider à financer cette émission, à la rendre possible. Vous allez voir que vous allez avoir plusieurs paliers. Je vais être très clair, hein, on essaye de réunir 70 000 euros pour vous permettre d'avoir cette émission chaque semaine à partir du mois de septembre. Donc là, on a une pré-saison qui va avoir lieu, c'est sûr, jusqu'à la fin du mois de juillet, mais le but, c'est que vous et moi, que nous tous ensemble, on réussisse à la financer pour arriver à 70 000 euros. Et on a plusieurs paliers dans cette campagne de financement participatif. On a un premier palier à 30 000 euros. Si on atteint 30 000 euros, on se donne les moyens ensemble de faire une émission une fois par mois. Si on arrive à 50 000 euros, on arrive à avoir une émission 2 fois par mois, donc toutes les 2 semaines. Et si on arrive à 70 000 euros, on a une émission chaque semaine. Si on arrive aussi à 100 000 euros, encore plus que 70 000, et ce serait extraordinaire, on se donne les moyens de se faire une édition de cette émission dans un lieu à Paris, un lieu en public, un théâtre, un ciné, je ne sais pas encore, mais on va faire une très très belle émission, probablement au moment de l'élection présidentielle. Donc voilà, il y a plus d'une dizaine de personnes qui travaillent sur ce projet, avec toute l'équipe de production, avec les techniciens qui travaillent sur cette émission, avec toute l'équipe éditoriale, avec les journalistes qui bossent avec moi, avec mes chroniqueurs. On est toute une équipe ultra mobilisée depuis plusieurs mois pour préparer cette émission.
émission. Et on compte sur vous, je compte sur vous pour nous permettre de financer cette émission. Alors la page Ulule, normalement, elle devrait être en ligne ce soir, mais visiblement, on a eu des problèmes. Elle n'est pas encore complètement en ligne, donc inscrivez-vous par mail. S'il y a des gens d'Ulule d'ailleurs qui nous regardent, n'hésitez surtout pas. C'est bon, elle est en ligne? Let's go, elle est en ligne. Incroyable. Vous avez le lien dans le chat et vous allez voir donc que vous allez pouvoir participer au financement de cette émission. Vous avez plusieurs possibilités pour nous aider. Vous pouvez nous aider dès 1 €. Vous pouvez aussi donner plus, il y a plusieurs packs, vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez nous donner 10 € et il y aura une alerte sur le live à partir de la semaine prochaine normalement, parce qu'on est encore en train de faire des réglages techniques. Je crois que c'est la première fois que ça existe sur Ulule, ce truc-là. Donc voilà, une alerte sur le live et je vous remercierai bien évidemment. À partir de 25 €, vous aurez votre nom au générique de l'émission. À 50 €, vous aurez une carte postale dédicacée que vous recevrez, ainsi qu'un stickers de l'émission. Et vous aurez aussi un e-book qui va être fait à la fin de l'année. À la fin du coup de la saison, après l'élection présidentielle, un e-book qui va vous proposer de revoir toute cette année d'élection présidentielle, un souvenir que vous garderez, un e-book donc sur comment est-ce que Backseat a traité cette émission. Il y aura des photos, il y aura des verbatim, des citations, il y aura des interviews d'ailleurs, des chroniqueurs, de nos invités et tout. Donc vous aurez accès à tout ça. À 100 €, vous aurez accès au plateau pendant l'émission, parce que cette émission va se faire en public. Alors à partir de septembre, si on réussit à la financer ensemble, vous pourrez venir ici en public avec nous, participer à cette émission, applaudir, rigoler, faire tout ce qu'un public fait dans une émission. Donc une peluche Usul. Non, il n'y aura pas de peluche Usul. donc voilà, donc ça nous ferait plaisir. Ça, c'est un pack limité compte tenu du nombre de places, donc il n'y a pas plus de 400. Il n'y a pas plus de 400 personnes qui pourront avoir la possibilité de venir assister à une émission. Si vous donnez 250 €, donc à chaque fois évidemment c'est cumulatif, hein, vous avez tous les trucs précédents, en plus vous aurez le e-book, mais cette fois-ci en version imprimée que vous recevrez par la poste, donc un très beau papier, un très beau souvenir que vous pourrez poser comme ça nonchalamment sur votre table basse quand vous recevrez des invités, ce sera absolument classe. Donc pour 250 € et le pack à 500 €, vous recevrez évidemment tout ce que je viens de citer, plus un t-shirt de l'émission, plus une conférence communautaire de rédaction que je ferai avec vous en vocal pour que vous m'aidiez à préparer certaines des émissions. Donc si vous voulez avoir un temps de discussion éditoriale, c'est aussi l'occasion. C'est vraiment important pour moi de pouvoir vous inclure dans la préparation de cette émission. Et si vous Pierre Bellemare là, non mais attends, je continue, c'est important. Et si vous donnez 1000 €, vous avez le pack VIP et là vous venez assister, vous allez passer une demi-journée entière avec nous ici au plateau, ici en studio. Vous viendrez rencontrer toute l'équipe technique, vous visiterez le studio, la régie, vous viendrez évidemment passer du temps bouffer avec nous, avec Usul et Léa, dans un restaurant traditionnel gastronomique d'Amérique du Nord, ou un kebab évidemment, un kebab. Et vous viendrez évidemment assister à l'émission, on passera du temps ensemble, etc. Voilà. Donc je compte évidemment sur vous pour nous aider à financer cette émission. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui sont déjà en train de donner, ça fait super plaisir. Donc voilà. Non, ça va, c'était pas trop long? Si, mais... j'ai le temps de penser un peu, c'est cool. Je vais faire un power nap, on dit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, moi, très bien. Du coup, je suis prête là. T'es prête? Vous êtes prêts? Bon, très bien. Je vous ai dit donc que cette émission, on allait la faire ensemble. On n'a pas envie de la faire que entre nous avec Usul et Léa. On a aussi envie de recevoir des invités, des potes, des gens qui ne parlent pas de politique le reste du temps, mais qui sont quand même des gens inspirants sur Internet. Et on a le grand plaisir de vous annoncer que notre premier invité pour ce premier numéro de Backseat, c'est l'ami Rivenzi. Rivenzi qui peut faire son entrée en plateau. Viens mon Rivenzi. Incroyable. Oh. Salut Rivenzi, comment tu vas? Écoutez, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de te recevoir. Comme tu disais, je parle pas de politique sur ma chaîne, du coup... Eh ben on va en parler. Les problèmes. On va en parler avec toi. Rivenzi, tu es streamer. Exactement, depuis combien de temps? Depuis 2017, à plein temps en tout cas, c'est mon métier depuis 2017, ouais, c'est ça. Donc ça se passe bien. Ça se passe bien, écoute, c'est très cool, mais du coup le métier de streamer a fait que voilà, tu sais, c'est beaucoup d'heures, etc. Donc j'ai eu moins l'occasion de m'intéresser à la politique, mais j'ai eu l'occasion de beaucoup m'y intéresser étant plus jeune, donc voilà. Et tu fais quoi alors sur ta chaîne Alors Twitch? sur ma chaîne, du coup, je fais, pour ceux qui me connaissent pas, donc du coup, comme beaucoup de streamers, je fais des jeux vidéo, mais aussi je parle d'histoire. Donc voilà, un sujet qui fait beaucoup parler aussi, évidemment. Et donc c'est l'occasion dans ces émissions que je fais aussi de manière hebdomadaire d'inviter des spécialistes sur certains sujets. On avait fait un live histoire à l'occasion du bicentenaire de la disparition de Napoléon. On avait fait un live sur le Rwanda aussi à l'occasion des rapports qui étaient sortis sur l'implication de la France sur le sujet. Donc c'est toujours l'occasion de un peu donner la parole aussi
aussi, je me retrouve pas mal dans ce que tu fais finalement, dans d'autres espaces que la télé ou la radio. Et puis comme on est sur Twitch, on a le temps de parler. Et c'est vrai que quand tu dis à des historiens, vous avez 2 heures pour parler d'un sujet qui est votre sujet de thèse, de mémoire, ils sont en mode, c'est trop bien. Et donc, c'est des formats qui sont vraiment super chouettes à faire, à préparer, et donc qui sont toutes les semaines. C'est un élément vachement important, ça, pour tous les streamers et les streameuses, et même aussi les podcasteurs et les youtubeurs, le temps qu'on se donne. C'est un truc qui est devenu rare dans les médias, vous trouvez tous les deux ? Complètement, c'est super contraint. Ouais. Moi, je me souviens quand j'avais lancé pendant le confinement, parce que je m'étais rendu compte que les députés se faisaient un peu chier, des lives sur Instagram pour qu'on puisse discuter. Et j'avais des députés qui pourtant sont porte-parole de ceci, de cela, qui se tapent des plateaux télé quasiment toute la journée, qui m'appelaient parce qu'ils avaient besoin de parler au moins 45 minutes et pas 10 minutes, de manière contrainte. Et non, le temps, c'est fondamental. Et d'ailleurs, je pense que... c'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas en fait aux médias traditionnels, parce qu'ils ont besoin d'avoir des informations. Beaucoup ont envie de creuser. Je pense que c'est une erreur que de penser que les jeunes ont envie de voir une vidéo de 3 minutes et c'est tout. C'est faux en fait. Moi, il y en a plein qui m'écrivent en me disant merci, j'ai pu enfin piger ce problème-là parce que j'ai écouté pendant 30 minutes, 45 minutes. Il y a certains sujets qui sont incompressibles, c'est-à-dire que si tu veux expliquer, je sais pas, je suis sur le Rwanda, tu peux pas expliquer le Rwanda en 2 minutes quoi. Ou alors du coup, beau challenge. C'est ça. Et du coup, tu vas raccourcir et voilà. Et c'est ce qui te permet d'aller sur des sujets très touchy sans, on va dire, tomber dans un truc caricatural où le chat va être illisible parce que genre oui, vous n'avez pas parlé de ça, vous n'avez pas parlé de ça ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, on avait fait un live avec un historien qui s'appelle Christian Ingrao sur les intellectuels dans l'armée SS. Et du coup, les gens, quoi, du coup, les nazis sont des intellectuels aussi. En gros, on parlait du fait que, eh bien, parmi les pires meurtriers nazis, il y avait des gens qui étaient juristes, géographes, historiens, philosophes, et qui pourtant, après leurs études, se retrouvaient à tuer des femmes et des enfants sur le front de l'Est, quoi. Et comment tu expliques ça en 2 minutes? Comment tu peux expliquer que finalement l'intelligence ne protège pas de la barbarie? Et l'intelligence, comme on l'entend, comme elle peut être reconnue par l'université. Et donc, il faut du temps pour expliquer tout ça. Et en fait, quand ils viennent te voir, les historiens, après, ils sont en mode, mais on le refait quand tu veux, parce que c'était chouette, on était détendus. Je suis beaucoup moins fatigué qu'après 15 minutes sur France Culture, mais parce que on a juste eu le temps de discuter. Et le public, il t'en dit quoi? Tu sens qu'il y a un amour de l'histoire, il y a une curiosité de l'histoire de la part des gens qui te regardent? Ouais, il y avait des chiffres qui étaient sortis. Je crois que l'histoire, c'est un des sujets qui passionne le plus les gens. Carrément, les Français, les Français, ça les passionne énormément. Et puis il y a tellement de choses à dire. Tu vois, c'est un sujet aussi qui est évidemment politique dans les choix que tu fais aussi, donc qui peut être aussi clivant. C'est pour ça que ça peut passionner. Enfin, tu vois, quand je fais un truc sur Napoléon, on me taxe de putain, ça y est, le mec fait la promotion d'un gars Pierre Hitler, et t'es en mode waouh. Enfin, je pense pas que c'est exactement ça que je veux faire passer. Et quand on parle du Rwanda, on parle, voilà, tu donnes la parole à des islamo-gauchistes, t'es en mode ouh. Mais tu vois, du coup, tu joues, t'es dans les deux trucs. Mais moi, j'aime bien cultiver cette chose-là, de pas me limiter au sujet. Si j'ai quelqu'un qui, je sais, est spécialiste, qui a travaillé dessus, j'y vais les yeux fermés, et puis on y va. Et puis évidemment, le but, c'est de critiquer, de demander, de voir où aussi se trouvent les limites de la recherche et quelles sont les questions qu'on se pose encore sur l'histoire. Et puis pour expliquer aussi que des fois, l'histoire, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et que quand les pyramides, on ne sait pas trop comment ça s'est fait, c'est pas les aliens. On peut réussir à expliquer aussi. On peut réussir à expliquer d'autres choses. Petite question, si je peux me permettre. Finalement, l'histoire, et surtout le traitement de l'histoire, c'est éminemment politique. Ouais, c'est sûr que dans le choix que tu fais des invités, ce genre de choses, forcément, il faut faire très attention. Mais ce qui est rigolo, c'est que les gens l'ignorent complètement. C'est-à-dire que des fois, on me propose des invités et je suis en mode, les gars, vous savez que la personne que vous me proposez est complotiste, limite négationniste, et ce genre de choses. Il faut faire très attention. Et il faut faire donc attention, évidemment, aux gens qu'on invite. Ce filtrage et ces recherches? À l'inverse, quand tu reçois Boucheron, tu dois en avoir qui sont là, histoire mondiale de la France, mais c'était un mondialiste, machin. Historien de cours, ce genre de choses. Oui, je reçois ce genre de choses-là. Mais écoute, je compose avec. Et je dis, écoutez, sur le sujet en tout cas que j'avais trouvé, c'était celui qui me semblait le plus pertinent. Et puis à un moment donné, il faut assumer son choix aussi. Mais évidemment, je me défends de pas vouloir parler. Ça, c'est sûr que je veux pas parler politique. Ça, je dis, j'évite le plus possible. Mais c'est pour ça que j'essaie de varier mes sujets le plus possible. Tu vois, à un moment donné, il faut faire des choix dans les invités. Donc j'essaie de varier les sujets. On travaille avec le musée de l'armée, on travaille avec des universitaires. On essaie de varier les points de vue le plus possible. Avec Pierre-Jean Chalençon? Pierre-Jean Chalençon, alors pas tout de suite encore évidemment, on n'a pas encore préparé de poisson d'avril, mais voilà, tu vois, c'est aussi changé, c'est-à-dire qu'il y a des historiens aujourd'hui comme Patrick Boucheron, tu le disais, qui sont des historiens ultra reconnus.
Et pourtant, on le sait pas, tu vois, il y a plein de gens qui sont en mode Patrick Boucheron, bon, on verra. Et le but, c'est de faire découvrir aussi ces gens-là et de les faire découvrir à une autre manière, à une hauteur qui est un peu plus horizontale aussi. Donc c'est pour ça que j'abandonne le vouvoiement, qu'on parle aussi, des fois aussi du parcours des historiens, super intéressant aussi de faire comprendre aux gens que les historiens, c'est aussi des êtres humains qui ont donc, qui sont dans une société, dans un temps donné, qui viennent d'une réalité sociale différente et donc qui peut canaliser leur manière de penser et aussi expliquer aux gens, et ça c'est très intéressant, que souvent l'histoire c'est un reflet de c'est un reflet de notre pensée, c'est un reflet de nos questionnements actuels. C'est pour ça que par exemple Napoléon, on a beaucoup parlé de la question de l'esclavage, mais en fêtant le bicentenaire de sa disparition, c'était le sujet qui faisait parler. Mais quand on a fêté le bicentenaire de sa naissance, c'était plus la question des milliers de morts qui avaient été occasionnées par Napoléon, qui étaient ressortis sur la place publique. Donc c'est toujours des questions en fait qui sont le reflet de nos problèmes ou de nos questionnements actuels. Et les buts c'est pas de les esquiver, c'est aussi toujours dans le cadre de l'histoire d'en discuter quoi. C'est vrai que oui, en choisissant l'histoire aussi, c'est pas que tu as choisi l'histoire, c'est que c'est ta passion, toi, c'est ton Moi j'ai fait des études dedans aussi, donc du coup c'était chouette de pouvoir en parler sur Twitch. Après je me sens pas plus légitime qu'un autre, c'est juste que moi quand on faisait quand il y avait des conférences d'historiens, je trouvais ça passionnant, sauf que ils faisaient leur truc pendant 2 heures et tu avais 15 minutes pour poser des questions entre 150 personnes qui étaient là, tu vois. Les questions de merde, c'est alors excusez-moi, c'est pas tellement une question, c'est plutôt une remarque. Et là, il te sort lui-même son propre sujet de mémoire. C'est exactement ça. Je voudrais juste revenir avec toi rapidement sur un truc que tu as dit. D'ailleurs, tu as dit on peut pas parler de. J'ai pas envie de parler de politique. Et c'est vrai que c'est un truc que je reconnais beaucoup chez tous les potes streamers, que toi et moi on connaît, des amis au demeurant. C'est vrai que la politique, quand tu es influenceur, quand tu fais des choses sur internet, du jeu vidéo ou autre chose, t'as pas envie d'en parler. Ouais. Mais c'est intéressant, ça dit quoi ça? C'est quoi? C'est sale? On n'a pas envie de cliver son public? Et puis c'est ça, t'as pas envie de cliver ton public. Et puis c'est marrant parce que tu vois, je suis pas historien, j'ai pas écrit de thèse, donc je me sens pas légitime. Mais je me sens quand même légitime parce que j'ai une sorte d'autorité qui est avec moi, qui peut en discuter, etc. Mais c'est vrai que la politique, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et je sais aussi que les gens qui me suivent sont contents de me suivre. Et puis même, t'as pas envie d'influencer les gens par ton propre opinion aussi. C'est-à-dire que en fait, tu pourrais avoir envie de le faire. Oui, pourquoi pas. Ouais, c'est ça, bien sûr. Évidemment, mais le truc c'est que tu vois, je me sentirais vraiment. Je sais que les gens ont tous leur esprit critique, mais de manière involontaire ou non, ont une oreille un peu plus tendue vers ce qui sont envers leurs streamers, moi et les autres évidemment. Et donc du coup, j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là qu'une personne du coup se dise ah putain il avait dit ça et tout. C'est vrai que du coup j'ai peut-être envie de plus voter pour un tel ou un tel. Est-ce que c'est pas surtout aussi une manière de se protéger parce que bon, en effet, comme on l'a dit, la politique c'est conflictuel. Commencer à énoncer des positions claires, c'est aussi prêter le flanc aux critiques adverses et des critiques on sait que le champ politique en fait il est extrêmement violent. C'est ça. Oui, c'est sûr. C'est aussi une manière de te protéger. En fait, c'est ça. C'est quand tu vois que c'est très polarisé, tu vois. Évidemment, moi, je regarde beaucoup de choses. Enfin, je regarde pas mal de la politique. Je vois ce qui se fait sur Internet et je vois comment c'est polarisant. Et en fait, je vois qu'il y a moi j'aime beaucoup la nuance, tu vois, et c'est pour ça que dans les médias actuels, tu vois, quand j'ai fait un stage à la radio, quand je commençais à travailler, je me dis je vais faire des stages en radio, et on te dit quand tu fais un sujet, c'est 1 minute 15. Et tu as 1 minute 15 à la radio pour parler, etc. Du coup, tu trouves un angle. Du coup, je me dis, mais là, c'était un sujet où on parlait de la maltraitance animale, tu vois, dans les cirques. C'était un sujet très intéressant parce que finalement, ce que disaient les ONG, c'était L214, c'était intéressant. On pouvait critiquer ce qu'ils disaient, mais on n'avait pas le temps dans ces 1 minute 15 de pouvoir dire de donner les deux facettes et d'amener de la nuance. Et en fait, c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est-à-dire que les gens, même sur Twitch, des fois, tu vas énoncer une phrase et ils vont retenir que la première partie de ta phrase en mode si t'as dit ça, super, machin. Du coup, t'es de gauche, t'es de droite, et t'es en mode non, mais les gars, mais vous avez écouté la première partie, vous avez commencé à écrire, mais vous n'avez pas écouté la deuxième. Alors, c'est ça qui est un peu fatigant des fois. On a plusieurs sujets. En tout cas, merci Rive d'avoir accepté mon invitation. J'ai parfaitement conscience qu'inviter des copains qui parlent pas de politique d'habitude dans une émission qui ambitionne d'en parler, t'as dû te dire qu'est-ce que je vais foutre là, putain. Ouais, mais après, après je savais que ce serait fait avec bienveillance, que ce serait plus sur mon rapport à la politique plus que mes opinions politiques. Donc en vrai, il y avait pas de souci. J'avais quelques petits trucs à dire dessus. Si t'es un facho ou pas. C'est vrai. Il y a un petit marteau, tu tapes, c'est facho. Moi je fais ça. Le cauchemar. Je décrète. On a plusieurs sujets. À tout moment, j'ai le droit. Parce que c'est Usul qui décide. On a plusieurs sujets d'ailleurs dans la semaine, dans l'actualité récente de la semaine. Est-ce que tu étais au courant la semaine dernière qu'il y avait des élections régionales? Oui, je savais. Je n'ai pas voté. Malheureusement, je n'ai pas demandé à mes parents d'aller voter pour moi parce que j'habite en région parisienne, mais je vote. J'ai toujours mes bureaux de vote en Bretagne, donc je n'ai pas voté malheureusement. Tu enchaînes direct sur l'abstention.
l'abstention. Non, mais Ouais, c'est marrant. je sais. En plus, tu te Mais sens oui. un peu gêné. Non, mais c'est non, parce intéressant. que Mais évidemment dis-moi tout le monde en pourquoi. live était en mode t'as voté, j'étais en mode j'ai pas voté et tout. Mais non, mais j'expliquais que oui, j'avais pas voté. Pourtant, c'est vrai qu'en général, je prends plutôt le temps de voter. Mais là, ayant déménagé il y a peu, du coup, c'est les premières élections et donc du coup, j'avais pas le temps de. C'est quand même la première chose dont on a beaucoup parlé au cours de cette élection, quand même le taux d'abstention qui est le plus grand jamais atteint dans une élection sous la Ve République, 66% d'abstention au niveau national, 82% chez les jeunes. Chez les jeunes, ça fait énormément parler. Est-ce que ça dit forcément quelque chose, un taux d'abstention, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui évolue en fonction des élections? Léa? C'est tellement difficile de répondre à cette question. Enfin, ça dit des choses, mais ça peut dire plein de choses. Après, quelles conclusions en tirer moi, ce qui me chagrine et m'inquiète particulièrement dans cette histoire, c'est que c'est pas nouveau l'abstention. Hein. C'est un phénomène qui est effectivement peut-être grandissant. Alors, j'ose espérer que c'est un aspect conjoncturel compte tenu de la crise, etc. Que les gens se sont dit oui, bon, voilà, j'ai pas envie. Effectivement, je préfère partir en week-end. Je peux comprendre dans une certaine mesure. Ça fait des mois et des mois qu'on est enfermé chez nous et enfin, on peut sortir un peu. J'espère donc que c'est conjoncturel, mais on voit qu'il y a quand même une abstention, quoi qu'il en soit, structurelle, clairement. Enfin, on va quand même rappeler les chiffres du second tour des élections législatives en 2017, 57,6% d'abstention. Ce n'est pas rien. Et pourtant, c'était une élection au niveau national. Juste après les présidentielles, on aurait pu espérer que les gens étaient encore dans le move et seraient allés voter. Eh bien non. Alors, ce qui moi, me chagrine profondément, c'est qu'en fait, on ne prend pas la mesure de cette abstention. On en parle. Alors là, on va en parler effectivement toute la semaine. Et puis après, quand ce sera passé, on n'en parlera plus. Et tous les gouvernements successifs jusqu'à présent n'ont finalement pas fait grand-chose pour lutter contre cette abstention. Je ne dis pas que j'ai la formule magique, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit le gouvernement actuel, que ce soit l'ancien gouvernement ou encore le précédent, qui a eu des choses qui ont été faites pour donner envie aux gens de s'intéresser à la chose publique, que la notion d'intérêt général est vraiment en train de se déliter, vraiment, mais d'une manière qui, moi, m'inquiète particulièrement. Et je peux comprendre que finalement, cette abstention ne cesse de croître, puisque rien n'est fait pour la contrer au niveau institutionnel. Alors, mais parlons-en. Alors déjà, juste une petite page pour vous dire qu'on a atteint les 10 000 euros déjà sur le Ulule. Ça fait super plaisir. Merci pour votre mobilisation, c'est extraordinaire. Pas d'abstention là-dessus. Pas d'abstention sur le financement participatif de Backseat, c'est votre émission. Du coup, on va pouvoir aller boire des coups avec tout ça. Offrez-vous votre émission. Non, on va produire des émissions. Pourquoi est-ce qu'on s'est abstenu autant à cette élection? Est-ce qu'on a saoulé les gens? Est-ce que les régionales, les départementales tombaient au mauvais moment? Moi, je vous avoue, moi-même, j'ai beau faire de la politique H24, etc. depuis des années, et j'étais pas dedans. Là, c'est vrai, celle-là, vraiment, j'étais pas dedans. Ah ouais. Mais oui, je pensais à autre chose. Les régionales, moi, ça m'a un petit peu. Si, il y avait des enjeux dans les régionales. Il y avait des enjeux nationaux dans les régionales, quoi. En gros. En fait, ça a été, je pensais à autre chose. Il y avait la préparation de Backseat, mais il y avait l'euro, il y avait la réouverture des bars, il y avait des trucs, la famille. C'est ça, je me suis dit, c'est un peu conjoncturel. Je me suis senti en Bretagne, c'est bien parce qu'on se demande toujours combien vont faire les indépendantistes. Du coup, j'ai pas regardé le taux qu'ont fait les. Bouge pas. Tu pouvais regarder combien est-ce que ça a fait parce que c'est marrant parce qu'il y a toujours un proche de l'État qui dit, il y a un proche du chef de l'État qui dit dans Le Monde, qu'est-ce que les électeurs en ont à faire de voter pour quelqu'un qui s'occupe du roulement des TER? Voilà, donc même eux. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, mais évidemment, cette abstention, elle est jugée. Est-ce que pour vous, c'est une abstention qui est d'abord militante, parce que ça existe, l'abstention volontaire de contestation du système, ou l'abstention de OSEF, le OSEF, c'est-à-dire il y a des élections. Est-ce que tu ne crois pas que quand c'est du blanc, est-ce que c'est pas plus dans des élections comme les présidentielles où tu vois l'abstention peut être militante, alors que les régionales, tu vois, c'est plus on est passé à côté et du coup on n'est pas allé voter parce qu'on comprend pas trop bien pourquoi on vote. Ce qui est sûr, c'est que historiquement en France, les deux élections préférées des Français, c'est la présidentielle et les municipales. Avec les législatives qui sont avec les présidentielles à peu près similaires. Les deux élections les moins aimées, c'est les européennes et les régionales et les départementales qui, c'est vrai, historiquement rassemblent moins. Mais jamais à ce point-là. Donc moi, je suis assez d'accord avec... Il y a un truc qui n'est pas du tout conjoncturel, quoi. Il y a un fond structurel, c'est pour ça. Il y a un fond structurel. Je pense que c'est ce dont on va parler aussi toute l'année. On va parler de la crise de la démocratie, de la crise de la représentation. Mais est-ce qu'on va en parler? Oui, on va en parler. Non, mais justement, comment est-ce que vous trouvez d'ailleurs si on reçoit des gens ici, ça va être aussi précisément pour... Nous, on a bien l'intention de leur en parler, mais comment est-ce que vous trouvez que les politiques parlent de l'abstention là depuis quelques jours? Mal. Ouais.
Ouais, non, mais on est d'accord. C'est-à-dire que la crise de la démocratie, à quelques exceptions près, ils en parlent très peu. Moi, je suis extrêmement surpris. Il y a même qui engueulent les Français. Alors ça, c'est particulièrement le Rassemblement national. Marine Le Pen, le soir de l'élection, a engueulé son électorat qui ne s'est pas mobilisé, ce qui d'ailleurs est très intéressant, parce que c'est vrai que Marine Le Pen, là, elle se rend compte qu'elle aussi peut être victime de l'abstention, alors que ça fait des décennies que ça la sert plutôt, le Rassemblement national, l'abstention. Mais là, il se trouve que même son électorat, elle, se démobilise. Et ça, du coup, c'est un peu une nouvelle donne que je trouve très intéressante. Mais pour revenir sur le traitement politique, tu as entendu, toi, parler depuis ces quelques jours là de solutions pour lutter contre l'abstention? Pas du tout. En fait, le truc de l'abstention, c'est que il y a un truc. Alors, je sais pas si ça rentre dans le sujet ou pas, mais c'est vrai qu'il y a un truc par rapport aussi au vote blanc qui est aussi assez important. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà voté blanc pour des élections, ça m'est arrivé, et je me suis souvent posé la question de pourquoi est-ce qu'on ne le comptabilise pas, pourquoi on ne le comptabilise jamais. Peut-être qu'il y aurait plus de. Et en vrai, moi, je pense que ça peut. Quand tu sais qu'un vote blanc c'est un vote nul, moi, je suis pas d'accord. Tu vois, pour le coup, il y a plein de fois où c'est hyper intéressant de pouvoir décompter un vote blanc, parce que on peut, ça énonce des choses. Ça veut dire qu'on se sent justement, on parle de représentativité, c'est qu'on ne se sent pas représenté par les propositions politiques de telle ou telle élection. Après, j'imagine que doit y avoir des questions autres qui doivent rendre la chose compliquée, mais c'est vrai que moi, peut-être que ça peut jouer, en tout cas en discutant avec certains potes ou certains amis, je sais que ça peut jouer. Il y a Toro Picana dans le chat qui a dit le gouvernement n'a pas l'intention de faire une appli, point d'interrogation. Alors, justement, il y a un papier dans Le Monde sur comment stimuler la participation, c'est dans Le Monde d'hier. Alors, comment on fait? Reconnaissance du vote blanc, vote obligatoire, vote électronique, plusieurs options existent. Et alors, il y a plein de trucs, voilà, ils sont en train de se creuser quand même un petit peu, de parler, de dire on pourrait essayer ceci, essayer cela. Mais moi, je pense, et je crois que c'est la conclusion d'ailleurs du papier, que c'est pas en rajoutant des petits gadgets, des accessoires, des petits trucs, quoi. Il faut que les politiques arrivent à redonner envie aux gens de croire en eux, de croire dans les... Je crois que les gens en ont marre des politiques en général, du personnel politique, des partis. Les gens ne croient plus aux partis, ils ne croient plus aux syndicats, ils ne croient plus en rien. Et donc du coup, croire en un projet politique, je pense que c'est ça aussi le défi pour les politiques, c'est d'arriver à mobiliser les gens en leur disant on va là, on va quelque part, on a un projet, on a un truc pour vous. Plutôt, et les gens sont là à se dire plutôt bravo, la politique, ça sert à rien, ils sont tous corrompus, ils sont tous cons, ils sont tous nuls. Et quand le papier se termine d'ailleurs sur un truc, c'est que ils sont passés au vote électronique en Estonie, voilà, par internet début 2005, et en tout cas ça a eu un effet. L'abstention, en effet, dans un premier temps, c'est un petit peu tassé, parce que voilà, des jeunes disaient c'est plus simple de voter comme ça. Et puis après, elle a retrouvé son niveau normal, parce que si tu changes pas le jeu politique, si tu changes pas le, moi je pense que c'est ce que je disais sur mon stream l'autre soir. Je crois qu'il serait peut-être plus intéressant de modifier les règles des partis que de modifier les modes de scrutin. C'est-à-dire qu'on se pose collectivement la question, c'est quoi un parti, comment ça marche, est-ce que, par exemple, est-ce que des gens peuvent être réélus 3 fois, 4 fois, 5 fois, comment on sélectionne, comment on trie, comment on expulse aussi notre personnel politique. Non, mais c'est intéressant. Il y a déjà eu des choses qui ont été faites sur le cumul des mandats, mais ça met en fait des générations pour se mettre en place. Les partis et l'engagement des citoyens aussi, parce que je rappelle qu'un parti, normalement, c'est pas juste un endroit dans lequel il y a des gens qui sont au-dessus de nous, qui sont des hommes et des femmes politiques qui vont nous gouverner et passer d'un parti à l'autre, comme on l'a vu en plus récemment. Les partis, c'est censé être des espaces dans lesquels vous pouvez rentrer, faire un peu de politique, même si c'est pas le cœur de votre vie, ce serait bien déprofessionnaliser la politique. Je pense que ce serait déjà une bonne chose, en tout cas. Et donc pour ça, il faut repenser le parti, il faut repenser le rôle de cette classe politique, cette classe dirigeante. Toi, Rivenzi, les partis politiques, c'est un truc qui t'attire? T'as déjà hésité à un moment dans ta vie Non, mais j'étais en étant parcours universitaire, donc évidemment c'est un creusot très fort quand même de politisation. Donc moi c'est les premières fois que j'ai été au contact de personnes politisées, etc. Machin. Je suis allé à des meetings politiques plusieurs fois. Hein. Je suis allé aux élections présidentielles, j'étais allé à Macron, Mélenchon, Fillon, pour me faire, tu vois, un avis politique, tu vois, pour voir. T'étais allé physiquement voir? Ouais, j'étais allé trois meetings. En fait, c'était histoire de voir à quoi ça ressemblait, en fait, tu vois, voir à quoi ressemblaient ces meetings, qu'est-ce qui s'y passait, qu'est-ce qui s'y disait, tu vois. Et du coup, ce qui fait que j'ai jamais été, pour le coup, intéressé à être encarté ou quoi, mais j'ai déjà discuté avec, des gens qui posaient des affiches, qui se sont présentés pour des partis aux législatives notamment. Mais c'est un concept qui, je vois, est très mouvant, est mouvant dans la forme, mais finalement assez peu dans le fond, c'est-à-dire qu'on change les noms de certains partis, RPR, UMP, les Républicains, mais du coup tu retrouves les mêmes noms, les mêmes personnes. Du coup c'est assez... Même les mouvements qui se disent des mouvements non partis au début deviennent des partis aussi. Bien sûr. Et regardez les effectifs des partis, regardez les effectifs des militants des partis qui ont tous fondu. Ils ont tous un problème.
Tous sans exception. Mais même au Rassemblement national, il y a un problème avec la base. Les gens s'engagent, ils y croient, et puis après ils font mais tout est décidé par Le Pen et ses copains. Et je pense qu'il peut se passer aussi la même chose, j'imagine, chez les Insoumis. On a vu des gens qui sont barrés. Complètement. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Je trouve ça d'autant plus intéressant de voir effectivement beaucoup de personnalités politiques qui sont gênées aux entournures quand il s'agit de parler du taux d'abstention, parce qu'ils ont parfaitement conscience qu'ils ont une part de responsabilité eux aussi. Alors il ne s'agit pas de dire que c'est toi, Michel, petit député du Loir-et-Cher, qui est responsable à toi tout seul du taux d'abstention, mais collectivement, en fait, vous y participez par vos jeux, par vos sorties, et aussi par l'image que renvoient certains politiques. Et ça, c'est un autre sujet qu'on voulait aborder cette semaine, dont on a finalement assez peu parlé. Ça a été passé sous silence avec l'affaire avec les régionales, c'est l'affaire Big Malion. Oui. Nicolas Sarkozy, un ancien président de la République, traduit en justice. Il a déjà été condamné une première fois dans le cadre d'une autre affaire de financement de campagne électorale à 6 mois de prison avec sursis. 6 mois ferme, pardon. Il a fait appel de cette décision. Et là, il est à nouveau devant les tribunaux actuellement dans le cadre de l'affaire Big Malion. Est-ce que tu suis, toi, les affaires judiciaires des politiques ? J'avais pas mal suivi l'affaire Levallois-Perret, notre ami Balkany, bien sûr, parce que j'avais trouvé ça passionnant, très intéressant, cette histoire de petit riad au Maroc qui n'était qu'une cabane finalement. Donc oui, j'avais suivi ça, mais après beaucoup moins l'histoire Big Malion avec Nicolas Sarkozy, mais on en discutait un tout petit peu en off pour le coup, mais c'est vrai que moi Sarkozy c'est le premier président, tu vois, pour le coup. Mais oui, on en parlait d'ailleurs avant l'émission, c'est notre génération, c'est notre premier président. Bah ouais, c'est ça, parce que je me souviens, je suis au collège, lycée, un truc, dans le collège, et oui, du coup c'est notre premier président, tu vois, où effectivement je sais qu'avant il est à l'intérieur, et puis après il devient président, donc du coup c'est assez particulier, mais je pense que je vivrais autrement cette histoire si j'avais voté pour lui, si j'avais suivi son parcours politique, si j'avais été, tu vois, alors que là finalement je le connais jeune et je le vois changer et arriver dans autre chose. Tu vois, si un homme politique venait, tu vois, si Emmanuel Macron par exemple venait à arriver à avoir des affaires comme ça, peut-être que je le vivrais un peu autrement et que je le suivrais d'un autre regard, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Vous aussi, ça vous rappelle des souvenirs de Nicolas Sarkozy, le fait qu'il soit présenté, parce que Sarkozy, il est parti sans jamais être parti. C'est un peu la particularité de ce bonhomme quand même. Il a une place, il a une place significative particulière dans le paysage politique français. Et puis pourquoi il place ses pions. Il a une influence qui moi m'échappe un peu, c'est vrai. Et puis pour répondre à ta question initiale, moi j'ai bien suivi ces affaires, clairement, et je précise qu'il a été condamné à 2 ans de prison, 3 ans de prison en fait dans l'affaire Bismuth. Dont 1 ferme. Et pourquoi j'ai dit 6 mois parce que ça, c'est ce qu'ils ont demandé pour. C'est la requête du procureur. Ouais. J'aimerais bien rappeler quand même qu'il est plus ou moins mouillé dans une 12aine d'affaires. Ce qui est quand même incroyable pour une personnalité politique. Mais alors, c'est beaucoup, pour. Oui, c'est pas mal. Alors, du coup, je pense que. Je sais pas comment ça. Oui, c'est pas mal, je trouve que c'est assez sérieux. Après, il faut rappeler aussi que Chirac aussi a été condamné, que si la justice avait. Ferme, déjà. Non. Ça, c'est exceptionnel pour le coup. Oui, non, je sais plus. Mais il a quand même été condamné. Et en vrai, il aurait pu être condamné aussi pour d'autres trucs, mais bon, il était vieux, il a foutu la paix. Mitterrand, on aurait pu trouver des trucs aussi pour le condamner. Le gars, il est mort direct après la fin de son mandat. On peut trouver des trucs, je veux dire, il y a un gros boulot à faire, et je pense que ça aussi, ça participe du tous pourri, du machin, c'est que. Quand tu regardes dans les faits, en effet, il y a des affaires, il y a des trucs, il y a des magouilles. Mais pour autant, tu vois, moi je trouve qu'il y a quand même un paradoxe derrière ça que je trouve très intéressant, c'est que paradoxalement, ça va mieux sur le fond des affaires, justement parce que maintenant on est au courant et maintenant les affaires sortent. Si les affaires sortent, c'est parce que par rapport aux années Mitterrand, etc., maintenant on a des journalistes qui ont un courage énorme de sortir des affaires, etc., et qui font un travail gigantesque. Il y en avait déjà à l'époque de Mitterrand. Oui, mais... Enfin, je ne sais pas comment te dire, il y a aussi des règles, il y a aussi des lois. Enfin, mais il y avait déjà Edoui Plenel qui était au Monde. Il y avait déjà la cellule d'investigation du Monde, évidemment. Mais je ne sais pas comment dire, mais il y a aussi des magistrats qui ont le courage de poursuivre, d'aller au bout des affaires, etc. Il y a une ambiance qui a changé, t'as raison. Je prends l'exemple, par exemple, parce que j'en avais énormément parlé en stream, de l'affaire de Jean-Paul Delevoye, par exemple. Jean-Paul Delevoye, il a caché des trucs, etc. Machin. Mais c'est intéressant parce que si Jean-Paul Delevoye a été dégagé de la scène politique, c'est parce qu'il n'a pas déclaré son patrimoine, ses conflits d'intérêts au sein de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le simple fait que ce truc-là existe, c'est une nouveauté. Et c'est pour ça qu'il est tombé. C'est-à-dire que dans les années 90, il serait resté encore très très longtemps. Avant qu'on s'en rende compte. Avant qu'on s'en rende compte. Bien sûr. Non, t'es pas d'accord avec moi, Usul. La TVP, ça a été créé après l'affaire Cahuzac. A fait l'affaire Cahuzac. Les socialistes à ce moment-là avaient pris des décisions. Qui ni en bloc, ni en bloc, ni en bloc. Et pendant ce temps-là, il est quand même resté des mois et des mois au gouvernement. Je suis peut-être plus vieux que vous, mais je me souviens d'années 90 dans lesquelles il fallait mettre à plat aussi les règles de financement des partis politiques, parce que pendant longtemps, on a financé les partis politiques un petit peu n'importe comment. Il a fallu mettre à plat, il a fallu que quelques-uns payent dans les années 90. Et ça choquerait aujourd'hui, mais il y en a qui ont fait de la prison. Pas mal.
dans les années 90. Aujourd'hui, qui fait de la prison? La Balkany un petit peu, ouais, peut-être. J'espère que Sarkozy va... C'était pas l'une de ses défenses principales, Balkany, à son procès, c'était lui pris pour les autres et du coup... toujours. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas grand monde d'autre que lui. Hein. Oui, mais c'est son avocat qui disait en Balkany. mode... Ah oui, mais c'est son avocat qui est l'actuel d'ailleurs, garde des Sceaux, mais oui. Ah oui, voilà. Qui à Du coup, l'époque on disait m'aurait dit qu'il effectivement, disait, il prend oui, pour les autres. comme tout le monde à l'époque finalement, donc il était pris dans un système... Balkany, c'était pas le maillon d'un système plus gros. Balkany, c'était un système à lui tout seul. Un gros maillon à lui tout seul. Ok, d'accord. Après, par exemple, Juppé avait été condamné aussi, il me semble, à l'éligibilité entre autres. Mais il était revenu plus tard. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy peut revenir? C'est sûr. Comme tu le disais, il est jamais vraiment parti. Alors, il a une aura qui est encore présente pour plein de raisons. Hein. Je veux dire, déjà, les anciens présidents, de fait, restent importants. Ça reste des influences et c'est pas valable qu'en France. Hein. On voit encore l'influence que peut avoir Barack Obama, par exemple, sur les élections américaines, sur les dernières élections. C'est assez intéressant. Donc, il y a toujours ça. Et il faut savoir que finalement, Nicolas Sarkozy, effectivement, n'a jamais trop lâché le pouvoir. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a un pion au sein du gouvernement qui s'appelle Gérald Darmanin. On sait qu'il y a des dialogues qui se font directement avec l'Élysée. Enfin, il est très, très, très présent. Mais il est très présent. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat qui disait il a une fanbase de ouf. En plus, oui, Nicolas Sarkozy reste une personnalité politique à droite extrêmement puissante, extrêmement marquante, parce que la droite, son camp, la droite du gouvernement, la droite républicaine, n'a jamais réussi à se relever après Nicolas Sarkozy. Quand Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir en 2012, ils se sont empêtrés dans le copé Fillon qui s'est très mal passé. Bon, par ailleurs, il y avait quand même eu le Sarkoton entre-temps, etc. Ensuite, ça s'est très mal passé la campagne présidentielle de 2017 et Nicolas Sarkozy reste pour beaucoup d'électeurs de droite le dernier grand homme de droite. Et tous les autres ne valent pas le coup. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi parce que ça dit quelque chose politiquement. S'il y avait... Parce que la droite fonctionne beaucoup comme ça, hein, par champion, ils sont très légitimistes, ils sont bonapartistes et gaullistes. C'est leur manière à eux de fonctionner. Moi, je sais que mes grands-parents, tu vois, qui étaient plutôt de ce bord-là, aimaient bien Sarkozy parce il incarnait un truc un peu fort aussi, tu vois. Il avait une personnalité. Voilà, c'est ça. Et donc c'est vrai que ça parle encore à beaucoup de gens, effectivement. Oui, tout à fait. C'est un peu ce qu'incarne Macron dans une certaine mesure aussi. Hein. Alors qu'à gauche, il existe moins cette aura du retour du champion. Et je ne sais pas qui attend le retour de François Hollande. Non, Lionel Jospin. On attend le retour de Lionel Jospin. On l'attend toujours. Lionel, si tu nous écoutes. Non, je sais pas, à gauche, on a moins ça. Enfin, je dis qu'on a moins ça, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler. Il y a quand même un délire autour de Taubira, il y a une espèce de... Non, mais il y a un substrat du retour du Deus Ex Machina qui va réussir à régler à lui ou à elle toute seule. Il y a un délire autour de Mélenchon, quand même, on va pas se mentir. Hein. Oui, mais c'est pas un retour là, Jean-Luc Mélenchon. Ah non, c'est pas un retour, c'est sûr, mais il y a quand même sa personnalité est centrale dans le mouvement de la France Insoumise, tu vois. Et c'est moins vrai au PS. Il y a personne. Je veux dire, Olivier Faure est bien gentil, mais enfin, il a pas du tout cette capacité à fédérer autour de sa personne. Il n'y a pas le côté retour, quoi, Mélenchon, parce que tu as l'impression qu'il a toujours été là. Ouais, il a toujours été là, mais c'est un retour. C'est un peu ça. Il a su muer en quelque sorte. Ok. Il a su muer, effectivement, voire même se racheter une forme de virginité. Moi, j'étais très surpris de voir une nouvelle génération de jeunes qui tombaient des nues quand je leur apprenais que Mélenchon avait été ministre. Ah bon ? Comment ça, il a déjà ministre été socialiste ministre socialiste, d'un gouvernement qui a privatisé des entreprises. Ah bon? mais très intéressant, tu vois, de dire ah oui. Donc pour vous, Mélenchon, c'est une extraction bon, mais très intéressant. Il était sénateur socialiste pendant des décennies, évidemment. Mais bref, Mélenchon, c'est un chef. C'est un Mélenchon, chef, pour le coup, c'est un chef. Mais ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais ça a des avantages. Et c'est vrai qu'à gauche, on n'aime pas trop les chefs, on n'aime pas trop les. Tu vois, les gens ont voté pour Benoît Hamon à la primaire socialiste. Le mec qui a un petit filet de voix, qui fait pas peur. À côté, Mélenchon, il était là, voilà, il donne des ordres, il dit écoutez-moi les gens. Alors attends, ça c'est un sujet, quoi. C'est quand même l'aspect très genré de la politique. Et si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Enfin, est-ce qu'on doit continuer d'adopter ces codes très virilistes, très masculins? On peut se poser la question. Moi, je dis que ça a des inconvénients parce que, notamment, à droite, ils aiment tous les chefs, les gens qui ont de la poigne et tout. À gauche, bon, il y a plus de réticence, on le voit encore aujourd'hui, quoi. Mélenchon, s'il parle trop fort, ça fait un peu peur. Mais il y a quand même des avantages, c'est que il a quand même accompli des choses extraordinaires en 10 ans, Mélenchon. Enfin, à gauche, de 2008 à maintenant. Et parce qu'il a mené sa barque et qu'il doit avoir une manière de gérer ses troupes, de taffer, c'est un monstre. Clairement, c'est des gros bosseurs, c'est certain. Est-ce que tu penses, toi, Rivenzi, que les jeunes sont aussi en attente d'une personnalité politique forte pour sauver la situation? Tu penses qu'il y a un effet de génération là-dedans?
Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient voté pour Mélenchon aux dernières élections, effectivement. Donc, tu vois, Obama. Ouais, tu vois, est-ce que c'est une nouvelle personnalité, puisque est-ce que les jeunes votent plus pour Macron ou quoi, alors qu'il est finalement assez nouveau dans le jeu politique. Je sais pas si c'est ça ou si c'est un pas vers eux. Tu vois, plus une offre politique différente avec, tu vois, un truc qui leur parle, parce que finalement, c'est vrai que, et vous l'avez dit en intro d'émission, c'est vrai que quand tu parles de politique, tu as quand même rapidement l'impression que tu t'élèves à un niveau très élitiste ou quoi. Enfin, c'est vrai que moi, les premières fois où j'arrive à la fac et on parle de politique, je suis en mode wow, je suis perdu. Et j'ai 18 ans, tu vois. Et je suis en mode, et je n'ai. Parce que il n'y a rien qui m'a éveillé à ça. J'en parle pas avant. Et ça, c'est un vrai problème. Donc en fait, c'est plus le fait que c'est un océan où tu es un peu perdu et où tu sais pas. Enfin voilà, tu as tes parents. On t'explique les qui sont institutions politiques. Soit de droite, soit de gauche. Donc du coup, tu as plus ou moins des idées préfaites sur telle ou telle chose. Oui, puis tu sais pas comment fonctionne le Parlement, tu sais pas à quoi sert le président, tu sais pas ce qu'est l'Union européenne. Et puis tu as des discussions en famille. Si, et puis tu as des discussions en famille pendant l'année présidentielle où ça se prend un peu le bec. Et puis voilà quoi, tu vois. Sur les opinions politiques, le plus marquant, c'est que je crois que c'est. J'ai plus les chiffres, mais je crois que c'est 1 sur 10. Il y a qu'un gamin sur 10 qui vote pas comme ses parents. Ah non, mais le vote familial en France, c'est un mouvement majeur, effectivement. Et c'est pas absurde d'ailleurs. Il y a des unités culturelles, sociologiques, voilà, oui. Et c'est pas grave. Si vous votez comme vos parents, c'est pas grave en soi. C'est même plutôt normal. En vrai, c'est même plutôt habituel. Voilà. Ils vous ont transmis des valeurs. Parce que tu vois, je pensais qu'il y avait un côté un peu défiant, tu vois, en mode mes parents ils sont comme ça, du coup je vais voter contre eux. Tu vois, il y avait un petit côté rebelle. Je me disais peut-être que t'allais. Ça arrive, mais c'est comme les poissons volants, quoi. Ça parlait politique. Ça existe, mais c'est pas la majorité. Ça parlait politique toi à table quand t'étais jeune? Oui, mais oui. En fait, en gros, j'ai une partie de ma famille qui est plutôt communiste de gauche et une autre partie qui est plutôt RPR, etc. Gaulliste et tout. C'est cool. Mais après, on parlait, mais après, ça s'entendait plutôt bien, tu vois, plutôt famille de commerçants et famille, voilà, plutôt ouvriers et tout. Donc, ce qui fait que j'avais plusieurs sons de cloche, donc ça parlait un peu politique. Mais après, on n'a jamais été très politisé. J'ai aucun grand-parent ou parent qui a été peut-être grand-parent encarté RPR peut-être, mais pas très peu. On en a finalement assez peu parlé. C'était plus des réflexions à table quand j'étais chez mes grands-parents, quand on regardait la télé, il y avait les infos, etc. machin. Tu vois, je me souviens le coup de Karcher. Je crois que j'étais avec mes grands-parents. Le coup de Karcher de Sarkozy, tu vois. Et c'est vrai que moi j'étais en mode ok, et du coup j'avais pas eu des réflexions en mode quoi, il a dit quoi, alors que tu vois, peut-être que de l'autre côté de la famille ça aurait été en mode waouh, il vient de dire un truc, c'est fou. Donc c'était plus le retour des actualités du 20h qu'on regardait parfois à la télé qui faisait planer un truc un peu politique au-delà des conversations, tu vois, qu'on pouvait avoir en repas de famille. Dernier sujet qu'on voulait aborder ensemble quand même, c'est une ambiance en ce moment spécifiquement sur une catégorie de la population qui sont les jeunes. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rivenzi, mais là, ces dernières semaines, ces derniers jours même, il y a quand même une ambiance assez délétère qui évidemment, le clin d'œil à Antoine Daniel qu'on embrasse. Il y a quand même une ambiance assez délétère autour des jeunes. Je pense au baccalauréat, nouvelle formule, et puis donc la réforme du bac, le grand oral du bac qui s'organise dans des conditions très compliquées suite à la crise du Covid. Les enseignants en témoignent. Il y a aussi les images qu'on a vues de la fête de la musique où des jeunes ont été chassés, et même ces derniers jours, en fait, ça continue. Les jeunes n'arrivent pas à se rassembler pour faire la fête comme on avait pu le faire par le passé. Est-ce que tu trouves que c'est plus dur d'être jeune en 2021 qu'en 2020, qu'en 2019, qu'en 2018? Moi, c'est sûr qu'avoir traversé cette période en tant que jeune, c'est sûr que ça doit être quelque chose d'assez terrible, quoi. Parce que je le vis au travers d'amis qui sont désormais professeurs d'histoire et du coup qui me racontent, quoi, évidemment ce que c'est. Et puis je discute évidemment avec la plupart des historiens sont professeurs, donc évidemment il y a un truc où c'est très dur d'être jeune aujourd'hui. Et donc je suis bien content d'avoir été quelques années avant. Mais après. Je sais pas, tu vois, pour revenir sur le grand oral, c'est vrai que je trouve que c'est une bonne idée, tu vois, en tant que telle. Après, je sais pas si c'était au bon moment, parce qu'évidemment, tout le contexte fait que c'est horrible de demander à des gens d'être en présentiel, alors qu'ils, pour la plupart, n'ont pas été de toute l'année. Mais évidemment, cette détresse, tu la sens, moi, de manière très indirecte sur mes lives, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de jeunes qui regardent Twitch, et du coup, qui te disent « Oh, merci, ça fait plaisir dans cette période compliquée, etc. » machin. Mais je pense que je n'ai aucune manière de me rendre compte à quel point c'est difficile au-delà des témoignages d'amis, parce que je pense qu'il faut le vivre pour comprendre à quel point c'est dur en ce moment, quoi. Usul et Léa, vous trouvez qu'il y a je sais pas, il y a un souci avec la jeunesse actuellement?
Ouais, fait chier. Ouais, c'est toujours. Ils cassent les couilles, les casquettes de Ils veulent des transports gratuits, ils veulent de la bouffe. Ils veulent garder leurs mains quand ils vont faire des fêtes. Non, mais c'est ça, ouais. Et leur son. Voilà. Leur son de Ils système. veulent pas se faire détruire leurs enceintes. Non, bah oui. Est-ce que les jeunes sont sous-investis politiquement ? Parce qu'ils s'abstiennent peut-être, j'en sais rien, je tente l'explication. Non, ils s'investissent de plein d'autres manières. Ouais. D'ailleurs, pour reprendre la fête à Redon, là, sur laquelle j'ai fait un peu d'humour noir, mais en vrai, c'est très significatif politiquement. Moi, j'avoue, j'ai pas trop compris. Vas-y, tiens, Jules, explique à Il y a eu une fête, un genre de technival, un genre de truc un peu sauvage, je sais plus comment on dit maintenant, free party un petit peu, voilà, qui s'est organisé entre Nantes et Rennes. Les flics ont débarqué direct. Ça a été une nuit d'affrontement dans le noir avec plus d'1 millier de grenades lacrymo qui ont été jetées. Pendant la fête de la musique ? Ouais. Pendant ce soir, ouais. Ok. Près d'1 millier de lacrymos qui ont été jetés. Voilà, il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés évidemment aussi du côté des gendarmes, parce que les autres ont répliqué. Ils ont aussi lancé des trucs. Enfin, ça a vraiment été une nuit d'affrontement. Il y a un jeune qui a littéralement perdu sa main. D'accord. À cause d'une grenade qu'il a dû ramasser, ou je sais pas, un truc comme ça, ou qui avait explosé trop près de sa main. Voilà la fête de la musique. Voilà quand les jeunes veulent, après 1 an et demi de privation de liberté, de ce qui fait le sel aussi de la jeunesse, c'est ces moments de rencontre où on se lâche, ces moments initiatiques où on va avoir, y compris, voilà, bon, on leur envoie les flics, alors qu'on laisse les gens à Roland-Garros jouer les prolongations à la finale. Mais d'ailleurs, c'était intéressant, effectivement, cet épisode-là de la demi-finale de Roland-Garros qui a continué pendant qu'au même moment le couvre-feu était imposé. C'était la demi-finale, pendant que le couvre-feu était imposé au même moment en place des Invalides. Alors pour les non-parisiens, les Invalides, en fait, c'est un quartier dans Paris où il y a des grandes pelouses. Et c'est vrai que c'est historique. C'est un lieu de rendez-vous des jeunes où on s'assoit en tailleur, on fume des clopes, on boit des mauvaises bières. Enfin, moi, ça a été mes années lycée. C'était la pelouse des Invalides. C'est très connu des jeunes à Paris. Mais c'est vrai que je trouve ça très très intéressant de voir que c'est symbolique. En fait, évidemment, on parle d'une soirée par-ci par-là, mais c'est symbolique et ça vient couronner une période très difficile. Rappelez-vous, on en parlait déjà en janvier dernier, les jeunes qui à ce moment-là faisaient la queue à l'aide alimentaire. C'est aussi difficile, tu vois. Moi, j'étais à Répu quand ils ont chargé le soir de la fête de la musique et qu'il y avait des gens qui étaient obligés de courir parce qu'il y avait les policiers qui débarquaient et qui les dispersaient. Franchement, c'était une sale ambiance, quoi. Enfin, c'était pas symbolique là, c'était violent, dur. Et ça laisse des mauvais souvenirs et c'est pas, enfin, et par ailleurs après on a Macron qui invite McFly et Carlito, qui invite Justin Bieber et compagnie pour essayer de draguer cette jeunesse, mais qui ne parle pas à cette jeunesse et qui ne fait aucun effort. Je veux dire, on parle du RSA jeune, c'est passé à la trappe. Qu'est-ce qui a été fait pour les jeunes récemment ? Il te répondrait qu'il y a le pass culture, qu'il y a... Ouais, super. Il te répondrait qu'il y a eu un jeune, une solution. Enfin, tu vois, il te répondrait que des dispositifs sont mis en place pour accompagner les jeunes. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que les jeunes sont moins dans la merde aujourd'hui ? Je pense que c'est symboliquement ça fonctionne. En tout cas, c'est moins spectaculaire, ça c'est certain. Ça c'est absolument certain. Non, mais c'est quand même très symbolique quand même d'envoyer les flics sur la jeunesse, alors même que là ils font pas de manif là. Là, ils demandent, c'était pas. Ils boivent des coups, faire. Il y a eu des violences quand même. Faire une free party, il y a quand même un côté un petit peu politique parce que tu crées un espace de résistance aussi parce que c'est interdit. Il y a le côté on brave l'interdit, mais ça c'est normal, ça fait partie de la construction de la jeunesse que de braver quelques interdits. Et là, c'est relativement pas très grave. Ils sont dans un champ, ils dansent. Bon. Ça va comme audace, ça va. Tu peux faire une petite marge de tolérance, quoi. Bah non, on leur tape sur la gueule, quoi. On est vraiment dans une époque assez inquiétante. Ouais, si je faisais le truc un peu cliché, Rive, et que je te disais, est-ce que tu as un truc que tu aurais envie de dire aux politiques ? Un message à leur faire passer. Un message à faire passer, c'est tellement dur. Je mets dans une situation. Non, mais t'es pas obligé. Un message à faire passer aux politiques. Non, c'est compliqué. Alors moi, je parle évidemment de l'histoire pour ce qui est de mon cas, parce que c'est un sujet que je connais un petit peu mieux. C'est que c'est dur d'être historien aujourd'hui quand même, parce que moi, l'épisode politique qui m'a le plus marqué, c'est évidemment que le gouvernement reprenne le terme islamo-gauchiste pour parler de chercheurs d'histoire. C'est quand même... J'étais atterré parce que pour être au contact avec eux, pour discuter avec eux, pour avoir écouté leurs cours, j'étais en mode mais waouh, c'est tellement difficile d'utiliser un terme qui pourtant n'a pas vraiment de sens pour des gens qui sont des chercheurs qui... tu vois, mettre des années à essayer de créer... Enfin, tu vois, être chercheur, c'est pas essayer de vouloir mettre en avant ses convictions, c'est mettre parfois de côté ses convictions. C'est d'ailleurs le
la première chose qu'on fait quand on est dans un cours d'histoire, c'est sachez que évidemment vous êtes à la recherche d'une certaine objectivité. C'est pas les historiens écrivent l'histoire, mais évidemment c'est pas les vainqueurs. Donc il faut faire confiance aussi à ces gens-là. Il existe aujourd'hui évidemment une histoire qui est engagée. On parlera plus de mémoire à ce moment-là, on avait discuté un petit peu, c'est-à-dire que autant les mémoires sont vivaces, la mémoire de l'Algérie, évidemment aujourd'hui encore, mais l'histoire, elle, pour le coup, est une science. Pour le coup, une science qui tend à qui s'interdisciplinarise. Donc, on va chercher donc des ethnologues, on va chercher aussi, on va discuter avec des géologues aussi. Donc, le but pour l'histoire, c'est évidemment de créer un endroit de dialogue et d'inscrire aussi et d'avancer et de parfois faire aussi le miroir de notre société. Mais l'historien n'a pas envie de faire n'a pas but à aller défendre des opinions ou voilà. Il y a des mémoires pour ça aujourd'hui. Il y a de la place, évidemment. On peut faire appel. La mémoire pied-noir qui a fait beaucoup parler lors des dernières élections, à la mémoire de l'Algérie encore qui est encore très vive, c'est encore des matériaux qu'on appelle chauds en histoire. Mais voilà, entendre le terme islamo-gauchiste pour parler des universitaires, notamment des universitaires du CNRS, ça faisait un petit peu mal à entendre parce qu'on peut se tromper évidemment dans les analyses historiques, on va contredire, mais évidemment, même dans les mathématiques, on remet en cause certaines choses bien des années plus tard. Newton a été remis en cause par Einstein, on remettra en cause très certainement des historiens aujourd'hui dans quelques années. Mais voilà, donc c'est ça qui m'a fait un petit peu mal, ouais. Mais c'est très intéressant en tout cas, merci Rive de nous avoir parlé de ça. On va enchaîner sur la séquence suivante, les amis, avant de retrouver notre invité politique qui viendra tout à l'heure. On a un petit quiz à la con qu'on va faire chaque semaine, mais tu restes avec nous. Tu vas jouer avec nous. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, je sais plus si on a un bumper ou si on a... Ouais, incroyable, qu'est-ce qu'il est beau. Alors les amis, le jeu est très très simple. Je vais vous poser des questions. Vous allez avoir le choix entre 4 réponses. Vous devez essayer de trouver la bonne réponse. Ça a le mérite d'être clair. Le chat ne pourra pas jouer encore aujourd'hui. On est encore en train de paramétrer le bordel, hein, mais ça arrivera dans les semaines prochaines. Le chat, vous allez jouer avec nous. On va commencer avec la toute première question. La première question de ce quiz à la con, si vous êtes prêts en régie, c'est Jean Castex a le même âge que qui? Ah, bah je sais. Ouais, moi aussi. Mais non. Est-ce que c'est... Ah oui, mais je crois que j'ai entendu un truc comme ça. Robert Downey Jr. Ah, je crois qu'en régie, ils sont en train de paniquer, de chercher le bon... Mais ça, c'est bon, c'est la première, ça va, c'est tranquille. Attends, c'était qui? Attends, il y avait Robert Downey Jr. Il y a... J'en profite pendant que... Tout petit souci d'affichage, vous inquiétez pas, la régie, je vous embrasse, il n'y a pas de problème. J'en profite pour dire qu'il y a déjà 11 600 € sur le Ulule. Merci beaucoup. Merci beaucoup du fond du cœur à toutes les personnes qui ont donné. Vous êtes plus de 11 600 à regarder ce stream. Si chacun donne 5 balles, on peut financer 1 an de backseat chaque semaine. Vous vous rendez compte? Je vous fais confiance. Allez sur le Ulule, vous avez le lien dans le chat qui va vous être partagé par les modos incessamment sous peu. Du coup, la question, c'est bon, elle s'afffiche, incroyable. Jean Castex. Faut peut-être pas qu'on regarde le chat, nous, Léa. Ah non, regardez pas le chat. Attention. Donner les infos, je pense. Avril Lavigne. Jean Castex a le même âge que qui? Robert Downey Jr. Brad Pitt, réponse B. Madonna, réponse C, la jeune Madonna. Et Booba, réponse D. B2O. Moi j'hésite entre Downey Jr. et Brad Pitt, mais il me semble que c'est un acteur américain, effectivement. Ouais. Alors il va falloir que vous me donniez une réponse, les amis. B. La réponse B, donc Jean Castex aurait le même âge que Brad Pitt, selon toi. B aussi, B aussi. Eh bien, je vous révèle que la bonne réponse, c'était la réponse A, Robert Downey Jr. What? Oh la dingue. Je pensais que Jean Castex a le même âge que Robert Downey Jr. Il est né en 1965. T'es sûr c'est pas Brad Pitt? Sur Twitter, j'ai vu Brad Pitt, moi, l'autre fois. Brad Pitt a 57 ans. Brad Pitt est plus vieux que Jean Castex. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Il y avait un piège. Madonna, il est pas aussi beau, mais il est plus vieux. Jean Castex, c'était le petit de Brad Pitt, quoi. C'était le petit, exactement. Il lui volait ses bonbons, quoi. Je suis sûr que dans le chat, il y en avait plein qui s'étaient plantés. Voilà. On en apprend tous les jours dans Backseat, c'est incroyable. Allez, la deuxième question, c'est parti. Fin 19e siècle, quel sport pouvait-on pratiquer sur la belle pelouse de l'Elysée si on était genre politicien ou influenceur et invité à sa garden party? La réponse A, c'est pas de sport, juste un concert de métal. De la chasse à courre à l'ancienne. Un jardin. Réponse B. Un grand réponse C, du tennis sur gazon, British style. Et réponse D, du badminton, version chic, petit polo, casquette visière. J'ai envie de croire. Fin 19e siècle, dans les pelouses. T'es déjà allé à l'Élysée, toi? Non, jamais. C'est très joli. Comment tu flex en soirée? T'es déjà allé à l'Élysée, toi? Non. C'est super. On peut faire des concerts de métal sur la pelouse. Toi, t'es allé à l'Élysée, Léa? On n'a pas demandé à Léa. Une fois, ouais. Voilà. Et toi, Jules, t'es déjà allé à l'Élysée? Mais évidemment que non. J'en sais rien. T'aurais pu être invité.
Mais Maintenant, les influenceurs, ils ont porte ouverte. Hein. Par qui je serais invité à l'Élysée en ce moment? Alors, la bonne réponse. J'ai envie de croire en badminton version chic, petit polo, casquette, visière. Alors, le badminton à la fin du 19e siècle sur les pelouses de l'Élysée. J'ai envie d'y croire. Moi, je dis tennis. Et toi, tu dis tennis sur gazon. Ouais, tennis sur gazon. Tennis aussi, sur gazon. 19e. Très bien. Ouais. Possible. Eh bien, vous avez tous les 3 raison, puisqu'en fait, les 2 sports étaient pratiqués à la fin du 19e siècle. On faisait incroyable. du petit tennis sur gazon, ainsi que du badminton. D'ailleurs, c'est la reine Victoria qui a lancé dans les années 60 le concept de garden party. Et ça a été repris mais oui. en France Mais c'est à la fin des années 80. D'où l'idée la garden party de l'Élysée. Absolument. Bah oui. On dit pas la teuf ou le barbecue. On dit garden party. On remercie la reine Victoria, évidemment, qui nous écoute, qui a inventé ce truc-là. Moi, j'ai jamais été invité à une garden party à l'Élysée. Hein. Oui, mais c'est m'invitez bon, pas. c'est bon. T'as déjà fait une garden party à l'Élysée? Tu aimerais Tu sais que tu veux y aller. C'est comme sur les pelouses des Invalides, on se pose en rond et puis on boit des bières, on fume des clopes, quoi. Ouais. Moi, je suis chaud. Allez, la question suivante, les amis. Qu'est-ce que Mountbatten Windsor? Qu'est-ce que Mountbatten Windsor? Imagine assis dans la pelouse de l'Élysée, creuser pour faire un petit sandar. Je suis trop chaud. Qu'est-ce que Mountbatten Windsor? Est-ce que c'est le prénom du chien de Margaret II, la souveraine du Danemark? Oh là. Est-ce que c'est le véritable nom de famille de la reine d'Angleterre? Est-ce que c'est le coiffeur londonien prestigieux qui s'occupe de Boris Johnson? Pardon. Est-ce que c'est le photographe réputé du portrait présidentiel de Joe Biden? Aïe, aïe, aïe. C'est la B pour moi. Ouais, moi aussi, j'aurais dit B. Ouais. Windsor, c'est le nom de la famille royale en Angleterre. Ouais, mais c'est un piège. Eh bien, c'était la bonne réponse. C'est la réponse B, effectivement. Elle s'est mariée à Lord Mountbatten. Donc, Windsor Mountbatten, c'est son nom de famille absolument officiel. Qui était lancé. Mais en fait, ils ont changé le nom au XXe siècle parce que ça sonnait trop allemand. Parce que sinon, c'était les gens vont l'avoir dans le chat, mais j'ai un trou. C'était les Je sais pas. C'était un nom allemand. Mais par ailleurs, la famille de Mountbatten, effectivement, était. Les Habsbourg, c'était des Habsbourg. Non, c'était pas des Habsbourg. proche C'était du- proche des. des Les gens nazis. vont l'avoir dans le chat, mais. Salzbourg. Ouais, Saxe-Bourg-Gotha. Saxe-Bourg et Gotha, voilà. Et en fait, ça sonnait trop allemand. C'est vrai que ça sonne un peu allemand. Voilà. hein. Et en fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il fallait peut-être éviter pas que ça sonner sonne trop allemand. Donc ils ont changé le nom. D'ailleurs, si vous n'avez pas fait, je vous invite à foncer regarder la série The Crown. Tu l'as vu? Non, je n'ai pas encore vu. Eh bien, écoute, pour un passionné d'histoire, c'est un cours d'histoire contemporaine sur la chute de l'Empire britannique, sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'installation, même d'ailleurs d'un point de vue purement politique, etc. C'est un petit bijou de série d'un point de vue politique, j'ai adoré. Ok, La question suivante. D'où vient l'image de l'explosion utilisée dans le montage Bayou-Pulvar-Autun Très bonne question. que Léo François a fait? Je sais même pas de quoi tu parles. Est-ce que vous voulez qu'on l'affiche? Attends, on va Ouais, faudrait l'afficher. l'afficher. Salutations à Léo François, qui s'en est pris plein la gueule. Hop. Le gars, c'est un petit journaliste, machin. Il a fait un petit montage pour rigoler. Et je crois que Bayou l'a republié le montage parce qu'il est rigolo. Et je sais pas si Bayou lui a demandé avant Léo. Je sais pas du tout. En tout cas, l'autre l'a republié. Et puis du coup, après, l'autre s'est mangé une bonne Merde, journée de je cherche. shitstorm. Je cherche Bayou Explosion. On me propose Je Macron n'ai- Explosion, c'est pas du tout bon. Bah, sinon, Explosion. Bayou. Tu vas le trouver, non? En allant sur Twitter. Les gens disent dans le chat c'est approuvé par Berne. Voilà, The je l'ai Crown. trouvé. La régie, vous pouvez afficher mon Ok. ordinateur. Je me demande si c'est pas un James Bond. une Un connerie. petit F11, ouais, un petit F11 des familles. Let's go. Ce sera plus joli. J'arrive pas à voir les propositions. C'est écrit trop petit. Je suis Ouais, trop je suis vieux. désolé. Le petit trailer de Tenet. Ah voilà, ok, on c'est parle bon. de cette photo-là. Donc c'est un montage qui a été publié. Là, vous voyez donc par la tête de liste Julien Bayou, tête de liste écologiste au second tour pour l'élection régionale, avec à sa droite Audrey Pulvar et à sa gauche Clémentine Autain, qui sera notre invité politique tout à l'heure. Et Julien l'avais Bayou, pas donc encore il a dit, publié ça. cette photo de l'union de la gauche qui claque, et ça a fait beaucoup parler. La question que je vous pose, c'est d'où vient l'image de l'explosion, alors que je retrouve. De Twitter. Est-ce que ça vient du premier trailer de Tenet? Réponse A. Est-ce que ça vient de C'est pas sorcier sur les incendies? Réponse B. Est-ce que ça vient des Slow-Mo Guys, les youtubeurs? Vous connaissez les Slow-Mo Guys? Non. Tu connais pas les Slow-Mo Guys? Non, je connais pas les C'est slow-mo une des guys. chaînes YouTube les plus suivies au monde, Et ils avec font deux mecs que des slow-mo sur plein de Ouais, trucs. Ils s'amusent avec des caméras slow-mo à filmer des balles de fusil, des C'est un explosions. truc genre très satisfaisant à regarder parce que Ouais, c'est mais que avec du plein slow-mo. d'explications, ouais. les mecs sont très sympas. Ok, ok, Je ok. t'invite à découvrir. Très Et bien. est-ce que c'est Rambo? Mais on vous dit pas le combienième. Alors j'ai très envie que ce soit Rambo. Ouais, moi aussi. J'ai Donc, très c'est la très très réponse envie que ce B. soit Rambo. Moi, j'ai très envie que ce soit C'est pas sorcier. Ah oui. Donc, Usul dit réponse B, c'est pas sorcier sur les Quel budget incendies. ils auraient une explosion comme Et ça. vous deux, vous dites réponse D, Rambo, mais on vous dit pas la combienième. Et bien la bonne réponse, les amis, c'était la réponse C. Ça vient de cette chaîne YouTube, les Slow-Mo Ah. Guys. Mais non, la dingue ça. Ouais, ouais. Ils ont que le je- droit.
Ah, ils ont absolument certainement pas le droit, mais tu sais ce que c'est. Comme ça, Comme moi, t'es sur internet, on récupère les images, on s'en branle. On s'en fout. Bisous évidemment. Donc voilà, ça venait de là. Très bien. Allez, on continue avec la question suivante, on enchaîne. Complétez cette phrase de Nadine Morano. Oh oui. Ça commence bien. Oh oui. Le vol, je cite, le vol de portable à l'arraché n'existait pas avant. L'invention du portable. Réponse A, que les portables existent. Oui, voilà. Réponse B, la montée en flèche de l'islamo-gauchisme. Oh non. Le vol. Réponse C, c'est un classique, les Fortnite, Pokémon machin, Call of Duty et compagnie. Et réponse D, jeudi dernier. C'est un classique. Bah, je dirais A. D'après toi, J'aimerais qu'est-ce tellement qu'elle que a dit, ce soit A. J'aimerais tellement que ce soit A. Et c'est la bonne réponse, effectivement. Incroyable. Jules a raison, c'est un classique. Il y avait quand même beaucoup moins de vols de téléphone portable avant l'invention des téléphones Je portables. spoil plus avant. Bah, t'essaies d'éviter, un peu c'est de mieux. suspense. Ah, mais T'inquiète, dans le chat aussi, il y en a plein qui avaient trouvé dans le chat. Le Il y en vol a de qui sont téléphone plantés. portable n'existait pas avant les téléphones portables. Il fallait y penser, mais ouais, ça ouais. marche très très bien. Ça vaut le coup de le rappeler. C'est vrai, mais pas C'est comme les Japonais, ils sont japonais. Les Japonais, ils sont japonais. C'est qui avait dit ça? Ça, c'était François Langlais. François Langlais. Mélenchon. Très bien. Donc, il y a un chroniqueur devant Mélenchon sur un plateau télé. Il avait dit ouais, mais les Japonais ils sont japonais. Mélenchon l'avait regardé en disant ah ouais. Bon. Ah, on en est là. Les Japonais, ils sont japonais. Les Japonais, ils ont la Faut faire redescendre la pression, l'anglais. Ça turbine là-haut, l'anglais. Très bien, parfait. François Langlais, tous les jours. Ok, alors la question suivante. Corinne Imbert et Bruno Belin sont deux sénateurs voisins dans l'hémicycle, mais ils ont un autre point commun. Lequel? Réponse A. Ils sont frères et sœurs. Réponse B. Ils sont voisins d'enfance. Réponse C. Ils aiment tous les deux le karaoké. Tout le monde aime le karaoké. Et réponse D. Ils se sont rencontrés à la fac. C'est quand même le pire excuse pour crush quelqu'un que de dire on t'aime le karaoké, mais moi aussi j'aime le karaoké, c'est fou, on a tellement de points communs, c'est dingue. J'aimerais. Alors, ils soient frères et sœurs, bah Belin, oui, mais il y a beaucoup de gens, je pense, en France qui s'appellent Belin, à mon avis. Bah allez, on va dire frères et sœurs. Moi je dis voisin d'enfance. Ouais, bon, rencontrer à la fac, bon. Rivenzi, tu dis quoi, rencontrer à la fac? Je dis frères et sœurs aussi. Tu dis frères et sœurs aussi, Ouais. c'est la bonne réponse, les amis. Corinne sœurs. Imbert et Bruno Belin sont frères et sœurs. Ils sont dans le même camp. Ils siègent tous les deux au sein du groupe Les Républicains au Sénat. Encore des gens qui votent comme leurs parents. Tu vois, on en parlait, le vote familial. Bah, C'est ça. T'imagines, Autonomie. mon fils est sénateur, ouais, mais moi j'en ai deux au Sénat. Deux enfants J'en au ai Sénat. deux. Super. Ok, la question suivante, ce sera la dernière. Il existe un lien particulier entre Michel Rocard et Lionel Jospin. Oh là. Ah, ouh. Ils sont voisins d'enfance. Lequel est-il? Alors celle-là, si Ils je aiment l'ai le pas. karaoké. Ils aiment le karaoké eux aussi. Réponse A, ça va s'afficher bientôt. Ils ont grandi dans la même ville. Réponse B, ils ont un cousin en commun. Donc ils sont cousins. Non, c'est pas forcément. Pas forcément. Pas de second degré, je sais pas. Un cousin en commun. Ils ont forcément un... Non, parce que si c'est par du côté de la mère versus du côté du père, ouais, c'est ça, t'as une alliance chelou. Truc Faut par remonter alliance, loin quoi, pour. quoi. Non, mais si, remarque, ça aurait du sens. Si. Parce que ça veut dire qu'il y a un grand-parent en commun. Ouais, du coup, tu deviens un cousin éloigné, quoi, tu vois. Ouais, bon, Ouais. On alors, demandera ensuite, à sinon- Pierre-Jean Chalençon, il nous dira. Ouais, Donc, J'allais le savoir. Michel Rocard et Lionel Jospin, réponse C, ils sont fans de basket, tous les deux. Oh, ça me semble difficile. c'est possible. Ou réponse D, ils ont été scouts ensemble. Ah, je dirais C parce que je crois qu'il est fan de basket, Jospin. Il n'a pas été président de club ou un truc comme ça à une époque. Jospin Je crois qu'il avait un truc avec un club. Je sais qu'il fait du vélo sur l'île de Ré. Non, Jospin, il est full basket. Ouais, il est. Full basket, il était dans son basket. équipe universitaire, il est super grand. D'accord, Ouais, ok, si, ok, si, ok. je crois Super qu'il y a- grand. Bah oui, grand Jospin. Bah, 1 mètre combien? Attends, je vais regarder. Je sais pas, mais je crois qu'il est grand. Hein. Non, je sais. Avec, tu rajoutes les cheveux. J'avoue, on a Ouais, des tu vidéos de lui rajoutes en train de les cheveux, dunker, on a des petits. Ah, putain, Ah, moi ce serait j'ai bon, une ça. photo en tête de En Jospin. fait, il lui manquait juste Putain, ça. je savais ouais, pas. il Donc, aurait- la Par contre, j'ai question, plus c'est- de mal à voir Rocard faire du basket. Moi, je dirais le basket, ouais. Quel est le lien que c'est le particulier truc qui qui me existe dit. entre Michel Rocard et Lionel Jospin? Est-ce qu'ils ont grandi dans la même ville? Est-ce qu'ils ont un cousin en commun? Est-ce qu'ils sont fans de basket ou est-ce qu'ils ont été scouts ensemble? Moi, je dis scout. 1m81. C'est pas non plus Bah, c'est immense. plus grand que moi. Et Oui. quelle taille tu fais, toi? Pas beaucoup. Voilà, tu le regardes comme ça, Jospin. Moins que Jospin. Donc votre réponse, les amis? Ouais, basket. Basket. Scout. Donc réponse C, ils ont été fans de basket. Toi Oui. tu dis? Scout. Réponse D, ils ont été scouts ensemble. Et c'est Léa qui a la bonne réponse. Ils ont été scouts ensemble. Ah. Si c'est pas mignon ça. Scout d'Europe. Alors je sais pas, j'ai pas la réponse à ça. Est-ce qu'ils ont été scouts unitaires de France, scouts d'Europe? C'est vrai qu'il y a plein de trucs C'est important, sur les hein. mouvements scouts, c'est vachement intéressant. C'est hein. super intéressant le scoutisme, ouais. Des historiquement scouts, d'ailleurs, comme ouais. mouvement d'éducation populaire. Des scouts laïcs, des scouts cathos, des scouts anarchistes, des scouts. Ah bah tiens, il y a même le intéressant. Scout Wiki. Vas-y, on a la... Scoutopédia, l'encyclopédie scout. Alors, on va Alors, voir. c'était quoi son petit nom à Lionel Jospin?
Voyons voir. Chevreuil agile. Chouette maline. Alors. Hibou futé. Hamster érudit. Hamster érudit. Je l'ai déjà lu ça en plus. Ah non, c'était Rocard qui s'appelait Hamster érudit. Mais en fait, je crois que j'avais lu l'info. Langue agile. Langue agile, mais c'est pas vrai. J'ose pas. C'est hyper prédestiné quand même en vrai quand il pense. Langue agile. La germe. Éclaireur unioniste de France. Ils étaient chez les unionistes, d'accord. J'avais jamais entendu que les éclaireurs, c'est laïque. Je savais que Rocard c'était le scoutisme et l'autre le basket, mais alors hamster érudit, je l'avais déjà entendu. Langue agile, pas du tout. Là, je c'est découvre. tellement précis. Langue agile, c'est parce que quand le mec devient politique derrière, tu te dis. C'est spécifique. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, on arrive à la fin de cette première partie de l'émission. On va remercier chaleureusement Rivenzi. Merci beaucoup pour d'avoir l'invitation. accepté. Je suis très heureux que tu sois venu, Rivenzi. Merci beaucoup de t'être livré un peu sur ton rapport à la politique. Ouais, merci beaucoup. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Absolument pas. Moi, mon verdict, c'est pour l'instant pas facho. Non, et puis merci aussi d'avoir été le premier invité de cette émission. Je sais que c'était d'autant plus. Merci beaucoup. Je trouve ça cool que tu fasses ça pour le coup vraiment à titre de voilà. Moi, j'ai les premières élections présidentielles vraiment que j'ai suivi sur Acropolis. La grande époque d'Acropolis. Donc je trouvais ça cool que voilà, tu essaies de mettre ça en avant et je trouve ça chouette que tu essaies aussi de passer par ce système-là. Donc merci beaucoup de m'avoir invité pour cette première. Merci à toi. Il y a plein de cœurs dans le chat pour toi. On va marquer une page de pause, les amis, rapidement. On se retrouve ensuite avec notre invité politique de la semaine. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Clémentine Autain, qui fait partie du coup de la liste de Julien Bayou pour le second tour de l'élection régionale en Ile-de-France. On a plein de questions à lui poser. C'est parti pour la pause à toutes. Salut à toutes et à tous. De retour sur le plateau de Backseat avec vous, les amis. Toujours très content de vous accueillir dans votre talk show d'actualité politique sur Twitch. C'est le premier numéro ce soir. Je suis très heureux. J'ai l'impression que ça vous plaît et ça, c'est vraiment super. J'ai aussi l'impression que ça vous plaît puisqu'on est déjà à bientôt 14 000 € réunis sur le financement participatif, la page Ulule. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont donné pour financer cette émission, pour financer ce projet d'une émission politique pour les jeunes à l'occasion de l'élection présidentielle. Ça fait super plaisir. On est dans la deuxième partie de l'émission et chaque semaine avec Usul et Léa, on souhaite recevoir une personnalité politique de premier plan, quelqu'un qui va venir répondre à nos questions, à notre manière d'aborder l'actualité politique. Et cette semaine, en première invitée, nous avons l'immense plaisir de recevoir Clémentine Autain. Bonjour. Clémentine Autain qui prend place autour du plateau de Backseat. Soyez la bienvenue, merci encore une fois. C'est moi qui suis ravie en fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Clémentine Autain, vous étiez la tête de liste de la liste La France Insoumise au premier tour de l'élection régionale en Ile-de-France et vous avez fusionné les listes avec vos camarades écologistes et socialistes derrière Julien Bayou. Et là d'ailleurs vous revenez d'un meeting. Exactement. Juste avant, vous avez quitté le meeting pour venir nous rejoindre. Exactement, on Comment était s'est passé ce meeting Audrey Pulvar et Julien Bayou. Dernier meeting de campagne d'entre deux tours, où l'enjeu c'est la mobilisation notamment de celles et ceux qui ne sont pas allés voter dimanche dernier et qui pourtant peuvent partager nos convictions d'en finir avec cette droite régionale qui est quand même très réactionnaire, très libérale sur le plan économique et qui marche dans les pas de l'extrême droite et puis qui a envie d'un changement social, écologique, mais qui peut-être dimanche dernier était... on en parlait dans la première partie de l'émission de ce taux d'abstention. Je me doute que pour les personnalités politiques comme vous avez fait campagne régionale, vous pensez régionale depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Ouais. De longs mois. Non, mais j'imagine, voilà. Et c'est le fait que 82% des jeunes ne se déplacent pas, vous le vivez comment ? D'abord, en fait, c'est pas spécifique à cette élection-là, parce que ça fait 20 ans qu'on a d'élection en élection une abstention qui est record. Donc à chaque fois, on bat des records, de record en record. Donc c'est structurel maintenant. C'est structurel et la pente est tout à fait terrifiante. C'est pas en une élection qu'on va réussir à remonter la pente. Ma position qui est la position de ma famille politique, c'est que je crois que si on n'a pas une nouvelle république, c'est-à-dire à un moment donné un coup de tonnerre où on dit bon, ça va pas du tout, système institutionnel, il vous plaît pas, la politique telle qu'elle ne va pas, les médias, il faut avoir aussi un travail pour les refondre, il faut changer la justice, il faut changer la démocratie dans l'entreprise. Voilà, une espèce de grand chambardement. Je vois pas comment on peut renouer un lien de confiance entre les jeunes et les moins jeunes, et la politique, et puis les institutions. Et puis après, il y a aussi la gauche, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est nous, c'est-à-dire la déception, qui n'est pas non plus complètement nouvelle, mais qui s'est accélérée avec l'ère Hollande, où le mot gauche lui-même, je vois chez les jeunes générations, c'est que ça parle peu, et c'est pas une promesse en soi, c'est-à-dire que le mot gauche n'ouvre pas un sésame, on se dit tiens, on voit ce que ça va être. Donc il y a tout un travail pour re-remplir le mot,
et que ça corresponde à des aspirations chez les jeunes. Alors les jeunes, c'est pas tous les jeunes, c'est pas la même chose. On dit les jeunes, mais les jeunes, ils pensent pas tous la même chose. Non, et heureusement, il y en a qui sont très séduits par l'extrême droite, d'autres qui sont dans les manifs climat ou dans des jeunesses engagées diversement du côté de la solidarité. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. C'est intéressant que vous parliez de l'ère François Hollande et du mot gauche, parce que pour le coup, la France insoumise, et c'est les scores du premier tour des régionales, n'est plus une force centrale à gauche. C'est même plutôt redevenu le Parti socialiste, qui s'en sort assez bien, quand même, dans ces régions. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Dites-nous alors comment vous le voyez, D'abord, nous, on est un mouvement très récent, donc c'est plus facile entre guillemets à la présidentielle que sur des scrutins qui sont des scrutins avec des sortants, scrutins de liste qui correspondent aussi à des implantations plus anciennes. Moi, la liste que j'ai conduite était avec la France Insoumise et le Parti communiste français, qui a une implantation, historique pour le coup, en Ile-de-France, avec beaucoup de maires qui m'ont soutenu, qui se sont engagés. Alors pourquoi ça n'a pas si bien marché que ça alors? Ça a plutôt pas trop mal marché, parce que la dernière fois on a fait 6,5 et cette fois-ci on a fait plus de 10. Donc moi j'estime qu'on a progressé dans un moment qui n'est pas un moment facile pour nous tous, et qu'on était dans un mouchoir de proche avec la liste de Julien et la liste d'Audrey. Donc c'est là où ça a plutôt fonctionné. Mais après, pour avoir cette implantation, c'est quelque chose d'assez long. Et le Parti socialiste semble plus fort aussi parce qu'il a beaucoup de sortants. Mais quand on regarde ses scores, je suis désolée, mais en Ile-de-France, le Parti socialiste faisait 25% la dernière fois. En 2015. En 2015, c'est pas si vieux. Et là, il a 11. Donc c'est une chute qui, en réalité, est assez vertigineuse pour ce parti qui était au centre de la gauche. Et moi, je ne crois plus à la centralité aujourd'hui, d'ailleurs, d'aucun. Et c'est la dispute en ce moment entre nous, elle est intéressante pour ça aussi, bien sûr, sur le leadership, bien sûr. Le leadership qui était évident, le PS était devant tout le monde, et puis il fallait ajouter un petit peu de communistes, un petit peu d'écolos, et puis on avait une gauche qui tenait debout. Et maintenant c'est rebelote avec les écolos qui sont devant et qui du coup... Pas vraiment, je pense que ça dépend des élections. À la présidentielle, c'est plutôt nous. Aux élections européennes, ça a été les Verts. Voilà, il n'y a pas de... Justement, je pense que là, on est dans un moment de refondation où les rapports de force à l'intérieur de la gauche ne sont absolument pas joués. Et c'est une des raisons des disputes qui ne sont pas que des affaires d'ego, qui sont pas que... C'est qu'il y a quelque chose de profond qui se joue dans ce travail de refondation nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Usul et Léa, du coup, de cet enjeu de refondation de la gauche que l'on voit, notamment en Ile-de-France? C'est pour ça que ça nous fait plaisir de vous avoir comme invité, mais qu'on voit aussi partout en France. Oui. Non, mais il y a plein de choses, en effet, à réinventer, y compris, je parlais tout à l'heure du rôle des partis, et on a parlé aussi, donc j'ai discuté avec certains de vos camarades, parler d'associer aussi le secteur militant, associatif, un petit peu plus largement pour constituer une coalition qui dépasse le seul cadre des appareils qui se mettraient un petit peu d'accord entre eux, mais qui permettrait d'associer aussi un peu différemment tous ces gens qui sont prêts à s'engager, mais qui ont beaucoup plus de réticence à voter, à croire à un programme politique, à un élu, voilà. Et du coup... le problème, c'est que là, il y a une candidature qui est lancée, quoi. Il y a Jean-Luc qui s'est lancé. Pour la présidentielle. Pour la présidentielle, mais c'est la grosse échéance. C'est cette grosse échéance. Mais les autres aussi, parce qu'en fait, il y a une primaire... à Europe Écologie Les Verts, donc ils sont aussi déjà lancés. Ouais. Et puis chez les socialistes, il y a aussi les candidats qui sont déjà lancés. Donc en fait, c'est trop tard déjà. Tout est un peu déjà lancé. Là, c'est trop tard, c'est fini. Il n'y aura pas d'union de la gauche en 2022. De ce que vous nous dites, de ce que j'entends, c'est ça. D'abord, il faudrait partir du contenu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la possibilité que tout le monde s'entende, voilà, autant sur la régionale. Alors, c'est l'élection, c'est dimanche. Mais moi, je suis quand même très heureuse qu'on ait réussi ce rassemblement. Mais on l'a fait sur la base de contenu. Alors, c'est plus facile au régional qu'à l'échelon national, peut-être aussi avec des personnalités, j'ai envie de dire, plus nouvelles. En tout cas, nous, on n'avait pas d'histoire en commun. Le fait que ce soit Audrey Pulvar qui représente de Parti socialiste, mais qui n'est pas du Parti socialiste. Bon, bref, je pense qu'on a eu une alchimie qui a permis d'avoir quelque chose d'assez solide. Mais à l'échelle nationale, il y a encore des débats qui sont des débats de fond. Quand Anne Hidalgo, par exemple, dit que ses partenaires potentiels ont des ambiguïtés avec La République, c'est pas tout clairement. Oui, des Verts aussi. En l'occurrence, c'était sur Europe Écologie Les Verts. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne aussi une tonalité, une ambiance.
quand on n'est pas d'accord sur la réforme des retraites. On l'a combattu ensemble à l'Assemblée nationale, hein, toute la gauche, hein, avec les socialistes. Moi, j'étais dans le groupe de travail pour être avec les socialistes, pour imaginer un projet alternatif. Bon, ça a accouché de pas grand-chose, parce qu'en fait, la base d'accord n'est pas suffisamment grande. Or, si on ne peut pas s'entendre sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage, vous voyez, sur des grandes choses, sur le rapport à l'Union européenne, sur le nucléaire, bon, c'est pas des petits sujets. Sur la 6e République, tout le monde n'est pas d'accord pour une nouvelle République. Donc, je veux pas dire, moi je suis, vous connaissez dans ma famille politique plutôt celle qui cherche à rassembler vraiment. Je suis pas la seule, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais je suis plutôt connue pour en tout cas faire des efforts de ce côté-là. Mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait des bases de contenu. Et si ce contenu n'existe pas, on peut pas être sur un moins 10 ans et quelque chose qui n'aurait pas d'allure. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, on se rend compte que les électorats sont fâchés. C'est pas seulement les partis ou les personnalités. Si vous mettez Anne Hidalgo, candidate de toute la gauche, elle fait 2 ou 3 points de plus. Si vous mettez Jean-Luc Mélenchon, candidat de toute la gauche, il fait quelques points de plus. Alors, c'est lui qui fait le plus de points, c'est clair, mais il ramasse pas la mise. Donc c'est bien qu'il y a 2 électorats qui malheureusement, je dis malheureusement d'une certaine manière, sont aujourd'hui assez fâchés. Voilà, mais pourtant, vous arrivez à vous unir. En Ile-de-France, c'est entre les 2 tours. Dans les Hauts-de-France, c'était même avant le premier tour. Léa, est-ce que tu penses que là, on a le formant de quelque chose? Mais justement, Léa, tu vois ça comment, toi? Alors, je suis d'accord avec vous, Clémentine, dans le sens où, effectivement, on n'est pas du tout sur le même type d'élection. C'est-à-dire que ce qu'on expérimente aujourd'hui pour l'élection régionale n'est pas du tout ce qu'on peut expérimenter pour une présidentielle, pour un tas de raisons que vous venez d'évoquer. Que ce soit en termes de personnalité, que ce soit aussi sur les sujets. Mais moi, j'étais très intéressée de voir, vous avez eu très très peu de temps pour vous mettre d'accord sur un programme commun, sur le second tour. J'imagine que vous aviez quand même réfléchi en amont sur l'éventualité d'une alliance, en imaginant que ça pouvait être envisageable. Comment ça s'est passé concrètement, les négociations? Enfin, sans rentrer vraiment dans les détails, mais je vois typiquement qu'une mesure phare du programme d'Audrey Pulvar que beaucoup de personnes appréciaient, c'était la gratuité des transports en commun. Là, on voit finalement dans votre je présente le programme pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est consultable aussi sur Internet. On voit que finalement, cette mesure qui pouvait pourtant nous sembler être quelque chose sur laquelle la France Insoumise et les Verts auraient pu aussi se mettre d'accord. Enfin, tout le monde est d'accord pour des transports en commun. Non, ce n'est pas le cas. Vous avez prévu finalement la gratuité des transports pour les bénéficiaires des minima sociaux, les moins de 18 ans et les 18-25 ans étudiants. Et ben voilà, vous avez ce qu'on appelle un compromis. Oui, mais pourquoi? Julien Bayou. Justement, je sais ce qu'est un compromis, mais je voulais savoir précisément comment vous êtes mis d'accord. Julien Bayou, je suis pas sa porte-parole, mais Julien Bayou, au premier tour, n'avait pas de mesure spécialement de gratuité. Hein. Il n'était pas sur cet horizon. Moi, je portais la gratuité pour les moins de 25 ans, pour tous les bénéficiaires des minima sociaux, et au cours de la mandature pour les personnes retraitées sous condition de ressources. Finalement, on n'est pas très loin du compromis. Et Audrey Pulvar était pour la gratuité totale. Voilà, le débat, je dirais que là, c'est ce que je disais aussi, et Julien le disait, c'est qu'on ne peut pas lever l'impôt, donc on n'a pas un budget qui est extensible à l'infini, et on a un enjeu qui est le développement des transports en commun, notamment pour tous ceux qui habitent en banlieue, en grande couronne. Le premier problème, malheureusement, c'est pas d'abord l'argent, même si ça peut être, je dis pas que c'est pas un problème pour plein de gens, hein, mais ce que je veux dire, c'est que quand on habite Paris, intramuros, on a envie de la gratuité. Quand on est en première couronne, on aimerait bien que les transports marchent, et quand on est en grande couronne, on aimerait bien qu'il y ait des transports. Voilà. Donc il faut trouver un projet qui permette de satisfaire l'ensemble. Moi, je suis vraiment pour l'horizon de gratuité. Ma famille politique l'a toujours défendu depuis très longtemps. Mais là, il fallait qu'on trouve un équilibre. Donc moi, j'estime que ce à quoi on arrive, c'est un bon compromis. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait avancer la gratuité. On est sur une mesure qui finalement était une mesure que vous aviez un peu imaginée déjà dans votre programme initial, si j'entends bien. C'est finalement assez proche de votre programme initial. Il y a de la gratuité, mais il n'y a pas toute la gratuité. C'est un compromis. Et je pense que c'est positif. Vous avez dû lâcher sur quoi? Moi, j'avoue que nous, on n'a pas tellement lâché, en fait. On n'a pas eu à lâcher. Personne n'a lâché grand-chose. Non, mais on n'a pas eu tellement à lâcher. En fait, on a enrichi. Mais non, mais c'est la vérité. D'ailleurs, c'était assez rigolo ce que je disais au meeting tout à l'heure. C'est qu'au premier tour, tout le monde disait mais pourquoi vous avez 3 listes? Vous racontez la même chose, c'est pareil. Pourquoi vous avez 3 listes? Et depuis qu'on est ensemble, au second tour, tout le monde nous dit mais je comprends pas. Vous êtes ensemble alors que vous êtes vraiment tellement pas d'accord. Donc, il faudrait s'entendre, quoi. On est trop d'accord ou pas assez d'accord. En vrai, je trouve aussi que chemin faisant dans la campagne, alors que nous avons des formations
politiques différentes, des profils différents, des sensibilités différentes. Au fur et à mesure des débats, y compris plein de débats qu'on a eu dans des secteurs, parce qu'on a fait des débats pour l'économie sociale et solidaire, à la Chambre de commerce et d'industrie, enfin on a fait plein de débats en fait. Et au fur et à mesure, on s'est dit, c'est vrai que ce qu'on raconte finalement, ça converge. C'est-à-dire qu'on avait des mots communs, des propositions communes. Et après, on a enrichi. Par exemple, il n'y avait pas dans le programme de Julien Bayou la gratuité des cantines pour les lycéens des 4 premières tranches du quotient familial. Et voilà, ça a été intégré. Donc c'est ce que j'estime être enrichi. Est-ce que vous trouvez que c'est une expérience qui vous permet de ressortir encore plus, enthousiaste à l'idée de composer avec d'autres forces politiques de gauche? Non, mais il n'y a pas d'issue sinon, y compris la présidentielle. Croyez pas que c'est amusant de se dire il va y avoir 25 candidats à gauche. J'ironise, mais c'est forcément pas une bonne nouvelle. Bien que, je rappelle que quand Mitterrand a gagné, qui est quand même, il n'y a pas eu 50 fois où la gauche a été au pouvoir, c'est la fois où il y avait marché en face. En 74, il était candidat seul, et là, il a perdu. Donc il ne faut pas non plus se raconter que l'unité dès le premier tour est le sésame pour gagner une élection présidentielle. J'insiste là-dessus parce que c'est pas le problème, c'est la faiblesse de la gauche. C'est d'abord sa faiblesse. Justement, c'est aussi parce qu'il y a une faiblesse de la gauche, parce qu'il y a une offensive idéologique, un glissement à droite de tous les repères de tout le monde. Moi, je voudrais revenir sur cette interview de Valérie Pécresse dans Le Figaro. Présidente sortante de la région Île-de-France. Voilà, je me suis fait un plaisir de lire. On voit que son élément de langage, d'ailleurs, c'est de parler à propos de votre alliance de gauche extrême. Elle ne dit pas extrême gauche, elle dit gauche extrême. Elle le martèle plusieurs fois dans l'interview. Et alors là, attention, c'est parti. Monsieur Hamon, Madame Autain et plusieurs colistiers ont manifesté en 2019 avec le CCIF, association dissoute depuis pour son rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. On va même plus loin. Allez, voter RN ou même voter LREM, c'est faire élire cette gauche extrême. Donc en gros, même voter LREM, finalement, c'est voter pour ceux qui ont tué Samuel Paty. Enfin voilà, on est dans Oui, ça, en ce moment, ça y va. Depuis le début de la semaine. Comment on gère cette violence-là? Comment on recentre? Comment on arrive à reparler sérieusement quand là, les débats... Je suis désolée, nous n'avons pas... pourtant, on a essayé. Ça fait des semaines. Parce qu'en fait, à aucun moment, on a réussi à avoir vraiment un débat de fond avec Valérie Pécresse. D'ailleurs, elle n'est venue dans aucun des débats dans lesquels dont je vous parlais tout à l'heure, les débats qu'on a eus sur chaque secteur. Elle a envoyé des vice-présidents. Elle est entrée en campagne très tard. Et au fond, elle ne veut pas qu'on parle de son bilan. D'ailleurs, je comprends, parce que le bilan n'est pas flatteur. Elle a, par exemple, divisé par 2,5 le budget logement en Île-de-France. Qui le sait, d'ailleurs? Personne ne le sait. 750 000 demandes de logement en Île-de-France. Et Valérie Pécresse divise par 2,5 le budget logement. C'est pas rien, quand même. Elle a baissé considérablement les dotations par habitant dans tous les départements, à l'exception d'un. Je vous le donne en 1000. On fait le quiz, là. C'est moi qui vais faire le quiz. Je fais le quiz, là. Le quiz à la con, c'est les Hauts-de-Seine, qui est le seul département où la dotation a été augmentée, alors que c'est un département assez riche, qui a un bas de laine d'un demi-million d'euros. Quand même, on aurait peut-être pu faire autrement. Donc, on n'a pas réussi. Bon, je pourrais passer la soirée sur les exemples du bilan de Valérie Pécresse, mais c'est quand même assez Je vous ai pas entendu l'attaquer sur le... alors, peut-être que ça m'a échappé, sur le fameux meeting de Brive-la-Gaillarde. Bien sûr qu'on l'a fait. Si, vous l'avez fait, je l'ai fait dans mon meeting, d'ailleurs. C'est pas très repris par la presse. Vous n'êtes pas aidé par la presse aussi ça a été assez peu repris, cette enquête de Mediapart tout à fait révélatrice, où on voit, faut peut-être expliquer pour ceux qui nous regardent, mais en fait, elle crée son mouvement libre. Elle crée son mouvement libre, et là, viennent dans ce meeting décentralisé, si j'ose dire, à la campagne, en week-end, des responsables associatifs qui souvent représentent, pas que, peuvent représenter des communautés diverses et variées. Et en fait, un certain nombre ne savent pas exactement où ils sont. Mais par contre, quelques temps plus tard, ils voient leur subvention augmenter. Donc c'est vraiment une utilisation... Ah ouais, mais dans le plus abject, quand même, le plus abject, vraiment le plus abject. Donc bref, alors j'étais partie sur Valérie Pécresse, et du coup, comme elle ne veut pas ce débat, elle fait un peu comme ce que fait Trump. D'abord, elle invente des faits alternatifs, parce qu'elle raconte une autre histoire sur à la fois sa gestion, son bilan, ce qu'elle veut pour la région, par rapport à ce qu'elle fait et ce qui a été fait. Elle raconte une histoire aux Franciliennes et aux Franciliens, et elle affuble de noms infernaux. C'est-à-dire que ça disqualifie. Quand on dit extrême gauche,
Ce qui d'ailleurs est terrible parce que ça existe l'extrême gauche dans notre pays, c'est une tradition. Là, c'est gauche hein. extrême là, ouais, dans le Figaro. D'accord. Mais là, ça existe dans ce pays. Et d'ailleurs, il y avait une candidate à la régionale, Nathalie Arthaud, qui mérite le respect. Et moi, je la respecte. Mais nous avons fait une alliance qui n'est pas une alliance d'extrême gauche. Donc, elle utilise ce terme exprès pour effrayer. Après, on a eu droit évidemment à islamo-gauchistes, indigénistes, décroissants, adeptes de la désobéissance civile, les mensonges avec moi, bien sûr, et mon fameux meeting où j'ai invité Tariq Ramadan qui n'a jamais existé. Je n'ai jamais rencontré de ma vie Tariq Ramadan, quand même que tout le monde le sache. Jamais de ma vie, absolument. Et j'ai même retiré ma signature d'un appel en 2005 parce qu'il y avait Tariq Ramadan et cette tribune est toujours publique dans laquelle j'explique. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui se plaignent parce que vous parlez beaucoup et parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de. Non, je vous en prie, c'est pas contre vous, mais parce qu'ils trouvent que je reprends pas assez la main, donc c'est pour moi. Mais reprenez la main, mais absolument. En gros, ils disent qu'il n'est pas en train de bosser, quoi. Oui, c'est ça que je voulais parler. Et ils parlent et on n'a pas leurs questions, c'est ça? Non, si, c'est ça. Non, mais ils écoutent et je suis d'accord, effectivement, il y a un manque de reprise. Il n'y a aucun souci, les amis, vous inquiétez pas. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est que justement, depuis tout à l'heure, on est en train de parler là d'une élection régionale et en fait, on est déjà en train de faire du règlement de compte entre vous et la présidente sortante Valérie Pécresse. Est-ce que ça participe pas aussi du taux d'abstention? C'est elle là qui. Usul m'interroge sur la façon dont elle m'attaque. Je suis obligée de répondre, donc moi je veux bien parler que de la région. Voilà, c'est le climat qui pèse et qui fait que d'ailleurs on n'arrive pas à parler du contenu et des projets. Qu'on a du mal à parler du fond. D'ailleurs, vous avez été. Enfin, je ne sais pas si vous avez été empêché de parler du fond, mais il y a aussi des attaques qui sont venues, je trouve, de manière assez surprenante de la part de Jean-Paul Huchon. Jean-Paul Huchon, ancien président de la région. Non, mais du coup, j'en remets une pièce dans la machine. Oui, alors moi je ne sais plus quoi faire là. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que Jean-Paul Huchon s'en prend à vous en disant qu'il votera sans problème pour la droite? Qu'est-ce que c'est que cette gauche déboussolée? Manuel Valls aussi. Manuel Valls, pour le coup, je m'y attendais. Mais bon, je dirais, on a l'habitude. C'est un peu ce que j'allais dire. Manuel Valls, bon d'accord, je l'avais mis dans une case, ok. Il est parti loin, très loin. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pareil, en fait. Je pense qu'à un moment donné, il y a des digues qui sautent. On parlait de refondation et de recomposition. Je pense qu'il y a des choses qui s'éclaircissent. Et c'est vrai que c'est assourdissant parce que, alors évidemment, il n'a plus de boussole à gauche. Je veux dire, il n'appelle même pas à voter pour Laurent Saint-Martin En Marche. Ce que font souvent les socialistes qui suivent Laurent Saint-Martin. Oui. Là, ça y est, c'est direct Valérie Pécresse. Et qui, en plus, ne cesse de l'accuser de tous les maux, puisque le bilan de Valérie Pécresse est empêché par toutes les horreurs qu'a fait son prédécesseur Jean-Paul Huchon. Donc, il a en plus vraiment pas beaucoup de dignité pour lui-même. Donc, tout ça est complètement fou. Mais c'est peut-être parce qu'on fait... Je veux dire, Jean-Paul Huchon, après tout. C'est quand même l'ancien président de la région. Oui, bien sûr, mais typiquement le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Jean-Paul Huchon? Oui, voilà, Jean-Paul Huchon. Les gens ne savent pas forcément qui c'est. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens où c'est vrai que Carole Delga, j'aimerais bien savoir aussi ce qu'elle ferait. On voit que. Carole Delga, elle n'a pas voulu s'allier, même pas avec Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qui se passe? Elle est là, la frontière entre ces gauches irréconciliables. Elle existe vraiment? Il a raison, Valls? C'est une question de personnalité. Non, Valls, c'est. Je crois que le chat, ils ont réglé pour Huchon. C'est PTDR, t'es qui? Pas de souci. Ok, d'accord. Valls, vous voyez ou pas là? Non, Valls s'identifie, je suppose. Non, mais du coup, la question du Jules est intéressante, encore une fois, sur ces deux gauches irréconciliables. La question de l'Occitanie. La question de l'Occitanie, la question même plus globalement, est-ce qu'il y a une frontière infranchissable? Non, alors c'est Manuel Valls qui avait théorisé les fameuses deux gauches irréconciliables. Moi, j'estime que c'est Manuel Valls et la gauche qui sont irréconciliables. Ça me paraît désormais absolument clair. Donc après, à l'intérieur de la gauche, il y a toujours différentes familles politiques. On a fini d'ailleurs par parler des gauches. Puis on a la question écolo qui s'estime un peu en dehors de la gauche tout en étant quand même inscrite dans l'histoire de la gauche. Tout ça est quand même un peu compliqué. Mais ce qu'on cherche, c'est un nouveau tout dans lequel il pourrait y avoir différentes sensibilités, toujours des traditions, des histoires, des apports, mais une perspective quand même commune. Et c'est ça qu'on essaie de bâtir. Et c'est pour ça qu'en Ile-de-France, ça donne de l'espoir. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense que d'ici à dimanche, quelque chose peut un peu se réveiller. C'est-à-dire que l'image de cette union qui n'est pas factice, qui repose sur du solide, qui a l'air sincère parce qu'elle l'est, etc., je me dis ça peut peut-être réveiller quelque chose, un premier pas. Je ne dis pas qu'on est au bout du chemin, mais il faut bien qu'on commence par quelque chose. Donc on est dans ce travail de refondation. Moi, je crois que la clé, c'est l'articulation entre le social et l'écologie. C'est ça qui va nous faire inventer la gauche du 21e siècle. C'est absolument clair. Et puis des termes pour raconter les choses qui sont forcément pas ceux d'hier. Des questions qui n'ont pas intéressé nos prédécesseurs. J'en prends juste une, mais pendant longtemps, la gauche, elle s'intéressait au partage des richesses. C'est-à-dire, on crée des richesses, puis la question, c'est comment on les répartit. Et alors, c'est plus le cas aujourd'hui ? Non, parce que la question maintenant, c'est aussi qu'est-ce qu'on produit comme richesse et qui en décide et qu'est-ce que la richesse.
Et ça, c'était pas des questions qu'on se posait dans la gauche d'avant. Oui, mais ça percute tout. Est-ce que c'est la question climatique aussi qui vient rebattre les cartes? Bien sûr, elle a à voir. Ouais, c'est ça. Elle a à voir. Donc, et donc, pour moi, la grande question du 21e siècle, c'est quels sont nos besoins véritables. Et c'est peut-être là-dessus qu'il y a un clivage à gauche. Là. Et je pense que ceux qui nous regardent sont sensibles à ça. Parce qu'on est harcelés en permanence pour acheter le nouveau machin, pour avoir envie d'eux, pour être... Et il y a un truc qui suffoque comme ça, dans lequel on est pris et qui bousille la planète, mais aussi un problème avec nos propres désirs. C'est-à-dire qu'on finit par perdre le fil de nos propres désirs et de nos propres besoins. L'autonomie qui se perd. Exactement. Et donc retrouver de l'autonomie, de la liberté véritable dans nos désirs, ça c'est quelque chose qui percute en fait le modèle capitaliste et productiviste. C'est ça. Donc ça se joue un peu là. Le projet du 21e siècle pour la gauche. Est-ce que vous pensez que des jeunes qui se sont abstenus de voter dimanche dernier vont retourner aux urnes dimanche prochain en Ile-de-France? Est-ce que vous pensez que cette union de la gauche peut créer l'espoir Je le souhaite, j'ai l'optimisme de la volonté, j'en sais rien, c'est à eux qu'il faut demander. Est-ce que vous... tiens, d'ailleurs, c'est une à eux qu'il faut poser la question. Est-ce que parmi les gens qui se sont abstenus de voter dimanche dernier, il y en a parmi vous qui se disent qu'ils vont aller voter dimanche prochain? Et je ne parle qu'aux abstentionnistes, ceux qui ont déjà voté dimanche dernier, je me doute que vous avez plutôt des chances de retourner dimanche prochain. Pour les autres, ça m'intéresse un peu de savoir s'il se passe un truc dans votre région qui justifie... Moi, je dis ça, je dis rien, mais Pécresse, elle a dit qu'elle arrêtait la politique si elle perdait. Hein. Non, mais c'est un bel argument pour aller voter. C'est un bon argument pour aller voter. C'est vrai, si vous êtes au gouvernement de la région Île-de-France, si vous gouvernez l'exécutif de la région Île-de-France demain, comment vous imaginez vos premières actions? Est-ce que vous imaginez que vous allez tomber face à un dossier en quelque sorte très très difficile à reprendre? Ou est-ce que vous imaginez que vous allez pouvoir très vite, tous ensemble, du coup, cette nouvelle force de gauche que vous êtes en train de créer et insuffler aujourd'hui, arriver à faire des choses très concrètes rapidement vous pensez qu'il y a vraiment... je pense. Parce que parfois, il y a aussi ce qu'on espère pouvoir faire et puis la réalité du terrain. Non, mais avant que vous répondiez, je vais faire un sondage dans le chat parce que là, je voulais demander à la volée. Du coup, je suis en train de me faire allumer la gueule par mes modérateurs. Je vous embrasse, les amis, évidemment. Donc, je vous fais un sondage dans le chat, vous répondez à la question et pendant ce temps-là, allez-y, vous répondez à la question. Qui va voter, n'a pas voté au premier tour? Ouais, c'est ça. Ça, c'est la question. Je veux faire un sondage que vous me disiez. Donc, allez-y. Par contre, répondez-vous à la question de Léa. Oui, de ce qu'on peut faire immédiatement pour transformer. Oui, si, on peut faire. La région a des moyens. Alors, il y a beaucoup qui est pris par les transports, des budgets impondérables, lycées impondérables, mais il y a quand même beaucoup de mesures immédiates qu'on peut prendre. La gratuité dans les cantines, c'est immédiat, c'est septembre, et voilà, ça concerne. Gratuité dans les transports, pareil. On va à la fois avoir des mesures d'urgence de ce type, donc qui vont se voir immédiatement. Mais je dirais que le plus intéressant et le plus profond, c'est le changement qu'on veut faire, la bifurcation sociale et écologique qu'on veut enclencher en Ile-de-France. C'est-à-dire qu'on veut être justement cette première région qui prend à bras-le-corps cette question et qui essaye de penser son modèle de développement. Je prends un exemple, mais c'est sur un temps plus long. On a une région Ile-de-France où il y a des villes dortoirs d'un côté, en gros, et des centres d'affaires de l'autre. Ça, c'est pas possible comme modèle de développement. Donc, il faut qu'on ait notre schéma directeur qui existe, qui est un document qui s'appelle le SDRIF, et que grâce à ce schéma qui nous permet de piloter l'avenir de la région, qu'on arrive à rééquilibrer les territoires pour que chacun, en proximité, puisse avoir des emplois, des services publics, des espaces culturels et sportifs, etc. Et non pas, comme c'est aujourd'hui, le besoin en permanence de faire un grand déménagement à l'intérieur de l'Île-de-France. Ça c'est un vrai projet. Ça va parler aux gens, le SDRIF. Mais alors c'est le projet, c'est notre projet pour l'Île-de-France. C'est notre projet, c'est entendu. Le SDRIF, non, ça parle pas, mais j'explique ce que c'est. C'est le schéma directeur. D'ailleurs, ça m'intéresse parce qu'une des raisons pour lesquelles les personnes s'abstiennent quand on leur demande pourquoi ils s'abstiennent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de leur méconnaissance du rôle des collectivités locales que sont la région. C'est hyper opaque. La région et le conseil départemental, c'est vrai que ça parle pas à tout le monde, c'est difficile. Il se trouve que c'est mon boulot, moi, d'essayer d'expliquer, mais moi, je suis pas dans la politique, à votre différence. Est-ce que vous aussi, vous rencontrez des électeurs quand vous faites du porte-à-porte, etc., qui vous renvoient cette image de méconnaissance totale de ce à quoi vous servez? Absolument. Surtout la région, qui est très lointaine, et on a l'impression que ça n'a rien à voir avec notre quotidien. Il faut dire la vérité. Et Valérie Pécresse, comme les deux autres candidats de droite, les trois droites, ne nous aident pas, puisqu'ils n'ont parlé que d'une chose dans cette campagne, c'est de la sécurité. Or, la sécurité n'est pas une compétence de la région. Et donc, transport, lycée, aménagement du territoire, activité économique, tourisme, tout ça... On n'en a pas parlé. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème démocratique. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui sont aux manettes et qui vous parlent d'autre chose que ce dont il est question pour l'élection, ça ne peut pas aider à mobiliser les électeurs.
Il y a un risque que ce soit également la même chose en 2022. Vous pensez que le débat politique va se jouer à l'élection présidentielle sur des sujets vraiment importants? Oui, parce que pour compléter, mettons que vous preniez la région, on a vu aussi des maires écolos prendre de grandes villes. Moi, j'habite à Lyon, par exemple. On voit aussitôt toute la presse conservatrice se jeter sur eux, sur la moindre petite phrase, sur le moindre... Il y a, je ne sais plus quel journal a titré « Maire écolo ». Je crois que c'était Marianne. « Maire écolos, pourquoi sont-ils tous nuls ?» Voilà, vous allez avoir devant vous une presse déchaînée, si vous prenez la moindre région. Alors, vu qu'elle est déjà déchaînée, on est mûr, là. Ouais. Et un écosystème médiatique derrière qui donne beaucoup d'écho à, en effet, ces thématiques identitaires, ces thématiques réactionnaires. Comment on impose un débat dans ce contexte-là? Vous avez parlé tout à l'heure des médias. Comment on mène une bataille là-dessus aussi? D'abord, on a une grosse bataille en ce moment. On est dans une tempête idéologique énormissime. Enfin, faut se rendre compte de ce qui se passe, quoi. Les idées de l'extrême droite, maintenant, c'est tapis rouge partout. Ils ont leur ronde serviette dans un nombre toujours plus grand de médias et le focus, tout est inversé, c'est-à-dire on pèse et on sous-pèse les mots de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres chez nous ou chez les écolos, et par contre on ne voit rien du rouleau compresseur aujourd'hui qui est celui de l'extrême droite et qui est le vrai danger, la vraie menace pour la République en particulier. Donc ça c'est, enfin voilà, on est devant un problème qui est un problème de masse. Moi je ne crois pas qu'on va résoudre cette question-là en montrant patte blanche, en s'excusant, moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'il y a une confrontation. C'est ce qu'ont fait les Insoumis toute la journée. Sur Twitter, il y avait un hashtag. Comment c'était le hashtag? Je suis un ennemi de la République, je sais pas quoi. C'est ironique. Oui, mais justement, en montrant patte blanche, justement, en disant moi je suis professeur, j'ai 2 enfants, je paye mes impôts, je suis un ennemi de la République. Mais non, donc il y a fatalement. Globalement, j'ai pas ce sentiment de la part des Insoumis en particulier, mais pas seulement. J'ai l'impression qu'on mène quand même la confrontation. Globalement, je ne sais pas cette journée, tous ces tweets, mais globalement, on mène cette confrontation-là et je pense qu'il faut la mener. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en sortir uniquement en faisant dos rond en attendant que ça se passe. Je ne crois pas ça. Je pense qu'il faut y aller. Parce qu'à chaque fois, sinon, c'est faire reculer pour faire reculer. Y aller contre l'extrême droite et parler de la fascisation, de l'extrême droitisation. Bien et sûr. Ça peut être un ciment aussi d'une gauche qui Il faut dire la vérité, on est dans une société qui est préfasciste. C'est ça la réalité de notre pays. Donc, il va falloir qu'on se réveille, et en particulier la jeunesse, enfin, la jeunesse, c'est encore une fois pas tous les jeunes, mais je pense qu'il y a une grande partie de la jeunesse qui n'est pas du tout sur ses coordonnées, qui rêve d'un autre monde. Alors, je sais qu'il y a un pessimisme très grand chez les jeunes à l'égard de la politique, à l'égard de l'avenir. Donc, c'est à nous aussi d'être capables de rouvrir l'espoir, mais on ne va pas le faire tout seul, et ça se passera par cette confrontation. Et pour revenir à l'élection régionale, c'est vrai que là, on sent une espèce d'ambiance un peu comme on avait en 80 avec les chars soviétique qui allait arriver place de la Concorde. Mais pour ceux qui n'ont pas la ref et qui n'étaient pas nés, effectivement, c'était la peur qui était utilisée par la droite et la presse de droite à l'époque face au risque de l'élection de François Mitterrand, le socialo-communiste. Et voilà, il y avait un risque que les chars soviétiques arrivent place de l'Étoile à Paris. On en rigole, mais à l'époque, il y avait vraiment des gens qui ont eu peur de ça. Et pas que ça, les riches vont partir, évidemment. Alors, il y en a qui ont essayé de partir. Bon, ils sont revenus au bout d'un moment. Ils ont eu alors, on a même l'histoire oublie, mais Mitterrand était parler de capitalisme. Celui qui ne combat pas le capitalisme n'a pas sa place au parti socialiste. Bon, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et c'est juste pour dire que le projet était très radical. Il était d'ailleurs insufflé par les mobilisations de 68. Il n'y a pas 81 s'il n'y a pas le grand mouvement social des années 68. C'est ça qui donne le souffle à la victoire de 81. Pourquoi est-ce qu'on en fait appel à Mitterrand quand il s'agit de parler des grands moments de la gauche? C'est le dernier grand souvenir fédérateur de l'Union de la gauche, c'était 81. Jospin, ça fait rêver personne à cause des privatisations, Hollande à cause des compromissions. Ouais, enfin non, mais il y a à dire aussi sur Mitterrand. Enfin, je ne suis pas en train de dire. Là, je parle de la victoire de Mitterrand, d'un programme qui, entre 81 et 83, a quand même apporté des conquêtes fortes. Et puis après, il y a eu cette fameuse parenthèse qui ne s'est jamais refermée, la parenthèse libérale. Et là, c'est une autre histoire. Voilà. Jospin, ça n'incarne pas exactement le même niveau de rupture que ce qu'avait été 81. C'est pour ça qu'on en fait
voilà. Mais je suis pas pour faire des références, hein, sinon c'est 36. Je préfère prendre 1789. J'ai toujours plus de mal avec 48, 1848, ou la commune où j'ai plus de mal au sens où à la fois je trouve merveilleuses les aspirations qui sont nées à ce moment-là, et en même temps il y a cette défaite si violente que voilà, c'est un moment. 36, c'est pas mal là pour le contexte. Bah, c'est ce que je dis, moi 36, j'aime bien. 36. Mais c'est intéressant. Mais il n'y a pas de modèle. Il ne faut pas croire. Moi, je suis pour qu'on tire les fils de l'histoire, mais qu'on en tire aussi des leçons. Donc, je n'ai pas un modèle que je veux reproduire. On va faire autrement, y compris dans les relations dont parlait Usul entre le mouvement social et le politique. On a des choses à inventer, des liens à trouver. Là, pour le coup, plus comme en 36. Oui, c'est ça qui a porté. Voilà, quelque chose qui a porté. Et je ressens plus aussi parce que les années 30, malheureusement, c'est le parfum. Enfin, c'est le parfum du moment. C'est ça qu'on ressent. On sent qu'il y a une violence, y compris, mais délirante, hein, une violence dans le débat public qui donne pas très envie de s'en mêler. Enfin, je veux dire, les jeunes qui regardent ça casse la tête. Pas sur ce plateau, j'espère pas. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette interview, Clémentine Autain. Donc, je rappelle que vous êtes candidate sur la liste de François Bayrou, de Julien Bayou. Je suis désolé, je suis claqué. De Julien Bayou. Donc, et qui l'a fait celle-là, c'est Anne Hidalgo. Je crois que c'est Hidalgo qui a fait la même à la radio. qui a fait cette erreur-là. Alors vous, on vous pardonne. Anne Hidalgo, c'était plus étrange. C'est un peu gênant. Non, donc Julien Bayou, donc candidat tout à fait, Julien cette liste d'Union de la gauche, face à qui se place donc Valérie Pécresse, présidente sortante Les Républicains, et par ailleurs arrivée en tête au premier tour, ainsi que Laurent Saint-Martin. Un bel espoir de changement à la clé dimanche. La République en marche. Non, mais je dis ça pour que les gens qui habitent en Ile-de-France sachent de qui on est en train de parler. Merci beaucoup, Clémentine Autain. Merci de l'invitation. D'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Je vais vous laisser repartir du plateau. Nous, on va conclure rapidement cette émission. Très bien, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci les gars. Bon, on va conclure cette émission tranquillement. J'espère que ça vous a plu pour cette première. Oui, c'est chouette. Ouais. Ça vous a plu? C'est cool. Ouais. J'étais un peu stressé. Dans le chat, il y a beaucoup de réactions très mitigées d'ailleurs sur la partie de l'interview politique. Il y en a plein qui trouvent qu'il n'y avait pas assez de contradictions. Ah mais non, mais tu te doutes bien que dans un paysage, en effet, quand le paysage médiatique a tellement basculé à droite, à l'extrême droite, etc. Non, c'est pas que ça. C'est que après, par ailleurs, non, mais mais on en parlait d'ailleurs au début dans l'introduction de cette émission. D'islamo-gauchiste directement. Non, je dis pas ça. Non, ça c'est pas apporter la contradiction. Mais c'est vrai que, mais je nous invite collectivement à réfléchir à qu'est-ce qu'on appelle de la contradiction sur un plateau télé. Voilà. Réfléchissez à ça, ça m'intéresse. En tout cas, nous, quand on reçoit des invités pour les interviewer, c'est pour que eux parlent, pas nous. Nous, on est là pour les entendre parce qu'on a des questions à leur poser. Et je pense pas que toutes les questions qu'on lui a posées aient été des questions faciles. On a aussi parlé des trucs qui fâchent. Et vous avez eu l'occasion, vous, de l'entendre, elle, parce que c'était elle, notre invitée, et pas nous. Mais on en reparle demain. D'ailleurs, je fais un stream demain sur ma chaîne pour en reparler avec vous de Backseat, parce que je me rends compte que c'est bien la première, etc. Je le disais, donc c'est la première émission de Backseat. On a déjà, sur le Ulule, remporté 15 500 € à l'heure où je vous parle. Merci pour votre mobilisation. Je vous rappelle que l'objectif, d'ici la fin du mois de juillet, c'est d'arriver à 70 000 €, ce qui vous permettra d'avoir cette émission Backseat chaque semaine à partir du mois de septembre pour toute l'élection présidentielle. On a l'ambition de recevoir sur ce plateau en invité nos amis influenceurs, copains, streamers, youtubeurs, etc. Surtout ceux qui ne parlent pas de politique parce que c'est eux qui nous intéressent le plus. Et par ailleurs, les candidats à l'élection présidentielle, des personnalités politiques de premier plan qu'on a envie d'entendre. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Un mot de conclusion, les copains, avant de se retrouver jeudi prochain? Ouais, moi je ferai plus d'imitations. Voilà. Moi, j'arrêterai de renifler. D'accord, super, incroyable. Elle est allergique au bambou derrière, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça, bien allergie au bambou. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première émission de Backseat. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi prochain, 20h. Ciao, bye.